En ce moment précis, pendant que vous regardez cette vidéo, votre corps traverse l'espace à une vitesse de 470 km par seconde. Vous ne le sentez pas. Vous ne le voyez pas. Mais notre système solaire tout entier file à travers la Voie lactée comme un projectile cosmique, emportant avec lui chaque atome de votre existence. Et pourtant, malgré cette vitesse vertigineuse, il existe un endroit dans l'univers si proche de nous qu'on pourrait presque le toucher à l'échelle cosmique, mais si terriblement loin qu'aucun être humain vivant aujourd'hui ne le verra jamais. Cet endroit s'appelle Proxima b. C'est potentiellement le monde le plus important jamais découvert par l'humanité. Et c'est aussi notre plus grande frustration existentielle. Imaginez que vous comprimiez toute l'histoire de l'exploration humaine en une seule journée de 24 heures. Les premières migrations hors d'Afrique commenceraient à minuit. Les Polynésiens traverseraient le Pacifique vers 23h30. Christophe Colomb atteindrait l'Amérique à 23h58. Neil Armstrong poserait le pied sur la Lune dans les toutes dernières secondes avant minuit. Et Proxima b? Même avec cette compression temporelle extrême, même en accélérant toute notre histoire d'exploration à cette échelle ridicule, le voyage vers Proxima b prendrait encore des millénaires. Voilà à quel point notre prison cosmique est vaste. Le 24 août 2016, une équipe d'astronomes dirigée par Guillaume Anglada-Escudé à l'université Queen Mary de Londres a fait une annonce qui a électrifié la communauté scientifique mondiale. Après des années d'observations minutieuses avec le spectrographe HARPS installé à l'observatoire de La Silla au Chili, ils avaient détecté quelque chose d'extraordinaire. Une planète. Pas n'importe quelle planète. Une planète rocheuse, probablement un peu plus massive que la Terre, orbitant dans la zone habitable de l'étoile la plus proche de notre Soleil. Proxima Centauri, notre voisine stellaire. À seulement 4,24 années-lumière de distance. 4,24 années-lumière. Ces mots sonnent presque dérisoires, n'est-ce pas? Dans un univers où les galaxies se situent à des millions, voire des milliards d'années-lumière, 4,24 semble être la distance d'une promenade de quartier. C'est notre voisin cosmique immédiat. Si l'univers était une ville, Proxima Centauri serait la maison juste à côté de la nôtre. Mais voici la vérité brutale que personne ne vous dit dans les gros titres enthousiastes. 4,24 années-lumière représentent environ 40 000 milliards de kilomètres. 40 millions de kilomètres. Un nombre si grand qu'il perd tout sens à l'échelle humaine. Prenons la sonde la plus rapide jamais construite par l'humanité. La sonde Parker Solar Probe, lancée en 2018, atteint des vitesses de pointe de 190 km par seconde lorsqu'elle frôle le Soleil. C'est extraordinairement rapide. À cette vitesse, vous pourriez faire le tour de la Terre en un peu plus de 3 minutes. Vous pourriez aller de Paris à New York en 30 secondes. C'est une vitesse qui défie l'imagination humaine. Et pourtant, si vous pointiez cette sonde vers Proxima Centauri et la lanciez à pleine puissance, savez-vous combien de temps prendrait le voyage? Environ 6700 ans. 6700 années. Quand cette sonde arriverait enfin, l'humanité aurait traversé l'équivalent de toute l'histoire écrite depuis les premières civilisations sumériennes jusqu'à aujourd'hui, et puis recommencer. Mais attendez, peut-être pensez-vous que nous pourrions simplement construire quelque chose de plus rapide. Peut-être imaginez-vous les vaisseaux spatiaux futuristes des films de science-fiction, filant à travers l'espace à des vitesses proches de celles de la lumière. Explorons cette possibilité. Le projet Breakthrough Starshot, annoncé en 2016 par le physicien Stephen Hawking et l'investisseur Yuri Milner, propose exactement cela. L'idée est de construire des milliers de minuscules sondes spatiales, pas plus grandes qu'un smartphone, équipées de voiles solaires ultra légères. Ces voiles seraient frappées par un réseau de lasers terrestres d'une puissance combinée de 100 gigawatts, les accélérant jusqu'à environ 20% de la vitesse de la lumière. 20% de la vitesse de la lumière. Cela représente environ 60 000 km par seconde. À cette vitesse, vous pourriez faire le tour de la Terre en moins d'une seconde. Vous pourriez atteindre la Lune en 6 secondes. Mars en quelques minutes. C'est une vitesse qui transformerait complètement notre relation avec le système solaire. Et avec cette technologie hypothétique, ces sondes pourraient atteindre Proxima Centauri en environ 20 ans.
20 ans. Soudain, l'impossible devient presque imaginable. Une mission lancée aujourd'hui pourrait envoyer des images de Proxima b avant que les enfants nés cette année n'atteignent l'âge adulte. Mais voici le problème, et c'est un problème de taille. Breakthrough Starshot n'existe pas encore. C'est un concept, une proposition, un rêve soutenu par des calculs mathématiques solides, certes, mais un rêve néanmoins. Les défis techniques sont monumentaux. Construire un réseau de lasers capable de délivrer 100 gigawatts de puissance de manière coordonnée, nous n'avons jamais rien fait de tel. Créer des voiles solaires assez légères pour être accélérées par la lumière, mais assez résistantes pour survivre à l'impact de particules de poussière interstellaire à 20% de la vitesse de la lumière. Chaque grain de poussière deviendrait une balle explosive. Miniaturiser tous les instruments scientifiques nécessaires dans un appareil de quelques grammes, nous en sommes encore loin. Et même si nous résolvions tous ces problèmes, même si nous construisions réellement ces sondes et les lancions avec succès, elles ne transporteraient aucun être humain. Elles seraient trop petites, trop fragiles, trop rapides pour ralentir à l'arrivée. Elles passeraient devant Proxima b à une vitesse folle, prendraient quelques photos pendant quelques heures au maximum, puis continueraient leur voyage dans le vide interstellaire pour l'éternité. Les données qu'elles collecteraient mettraient ensuite 4,24 années supplémentaires pour nous revenir sous forme de signaux radio. Une mission de 20 ans deviendrait une attente de 24 ans pour les premiers résultats. Maintenant, parlons d'envoyer des humains. Parce que c'est vraiment ce dont nous rêvons, n'est-ce pas ? Pas seulement des robots, pas seulement des données, mais nous, des êtres humains en chair et en os, posant le pied sur un autre monde, en orbite autour d'une autre étoile. Avec notre technologie actuelle, un vaisseau spatial habité capable de maintenir des humains en vie pendant le voyage prendrait des dizaines de milliers d'années pour atteindre Proxima Centauri. Nous parlons d'un vaisseau génération. Un vaisseau si grand qu'il serait essentiellement une colonie spatiale autonome. Les personnes qui partiraient ne verraient jamais la destination, ni leurs enfants, ni les enfants de leurs enfants, ni même les arrière-petits-enfants de leurs arrière-petits-enfants. Imaginons que nous construisions un tel vaisseau. Appelons-le l'Arche. L'Arche devrait être entièrement autosuffisante pendant des millénaires. Elle aurait besoin de systèmes de recyclage parfaits pour l'air, l'eau et les nutriments. Elle devrait produire sa propre nourriture, génération après génération. Elle aurait besoin de sources d'énergie capables de fonctionner pendant des dizaines de milliers d'années sans maintenance externe. Elle devrait protéger ses habitants des radiations cosmiques mortelles qui bombardent tout ce qui voyage dans l'espace interstellaire. Elle devrait maintenir une gravité artificielle pour empêcher la dégénérescence musculaire et osseuse. Elle devrait préserver la diversité génétique d'une population suffisamment grande pour éviter la consanguinité sur des centaines de générations. Et voici peut-être le défi le plus étrange de tous. Elle devrait préserver la culture, la langue, les connaissances et surtout la motivation. Comment garantir que les humains nés dans ce vaisseau, qui n'ont jamais connu la Terre, qui ne connaîtront jamais Proxima b, qui passeront toute leur vie dans des couloirs métalliques, continueront à maintenir la mission? Comment empêcher que la 100e génération ne décide simplement d'abandonner, de faire demi-tour ou de dévier vers une destination différente? Comment préserver l'intention originale à travers un gouffre temporel plus long que toute civilisation humaine n'a jamais duré? Mais supposons que nous résolvions tout cela. Supposons que nous construisions l'Arche, que nous la lancions avec succès et que contre toute attente, elle fonctionne parfaitement pendant des dizaines de milliers d'années. Supposons que les descendants lointains de l'équipage original arrivent finalement dans le système Proxima Centauri. Qu'est-ce qu'ils trouveraient ? Proxima b orbite son étoile à une distance d'environ 7 millions de kilomètres. C'est 25 fois plus proche que la Terre ne l'est du Soleil. Si proche que son année, sa période orbitale complète, ne dure que 11,2 jours terrestres. 11 jours pour faire le tour de son étoile. Mais avant de penser que cela la rend inhabitable, rappelez-vous que Proxima Centauri n'est pas notre Soleil. C'est une naine rouge,
Une étoile beaucoup plus petite et beaucoup plus froide. Elle ne fait qu'environ 12% de la masse de notre Soleil et brille avec seulement 0,17% de sa luminosité. C'est une braise cosmique comparée à notre étoile flamboyante. Cette proximité avec son étoile faible place Proxima b dans ce que les astronomes appellent la zone habitable, la région autour d'une étoile où les températures permettent à l'eau liquide d'exister à la surface d'une planète. L'eau liquide, le solvant universel, l'ingrédient essentiel de toute vie telle que nous la connaissons. Sur Terre, partout où il y a de l'eau liquide, même dans les environnements les plus extrêmes, dans les sources hydrothermales bouillantes au fond des océans, dans les lacs gelés sous des kilomètres de glace antarctique, dans les déserts les plus arides, nous trouvons de la vie. L'eau liquide est notre signature biologique. Et Proxima b pourrait en avoir. Mais voici où les choses deviennent compliquées. Proxima b est probablement verrouillé par effet de marée avec son étoile. Exactement comme notre Lune présente toujours la même face à la Terre, Proxima b présente probablement toujours la même face à Proxima Centauri. Cela signifie qu'un côté de la planète fait face en permanence à l'étoile, baigné dans une lumière rouge perpétuelle. L'autre côté fait face à l'espace, plongé dans une nuit éternelle. Un hémisphère de jour permanent, un hémisphère de nuit permanente. Pas de lever de soleil, pas de coucher de soleil, pas de cycle jour-nuit comme celui qui rythme toute vie sur Terre. Imaginez à quoi pourrait ressembler la surface de Proxima b. Du côté diurne, l'étoile rouge pend immobile dans le ciel, ne bougeant jamais, projetant une lumière cramoisie sur un paysage qui pourrait être brûlant et desséché. Du côté nocturne, l'obscurité totale règne, peut être éclairée seulement par les étoiles lointaines et les lueurs fantomatiques d'aurore créées par les vents stellaires. Entre ces deux extrêmes, il existerait une zone crépusculaire, une bande étroite où le jour rencontre la nuit, où les températures pourraient être plus modérées. C'est peut-être là, dans cette région de transition, que l'eau liquide pourrait exister. C'est peut-être là que la vie pourrait s'accrocher. Mais même cette possibilité est menacée par la nature violente de Proxima Centauri elle-même. Les naines rouges sont notoirement instables, surtout quand elles sont jeunes. Elles produisent des éruptions stellaires massives, des explosions de radiation et de particules chargées qui peuvent être des milliers de fois plus puissantes que les plus grandes éruptions solaires que nous observons sur notre Soleil. En 2017, des astronomes ont observé Proxima Centauri augmenter sa luminosité de 1000% en seulement 10 secondes lors d'une éruption particulièrement violente. 1000%. Imaginez si notre Soleil faisait cela. La Terre serait stérilisée. Proxima b, si proche de son étoile, subirait le plein impact de ces éruptions. Les radiations ultraviolettes et X bombarderaient sa surface. Les particules chargées arracheraient son atmosphère, molécule par molécule, à moins que la planète ne possède un champ magnétique puissant pour la protéger. Et nous ne savons pas si Proxima b a un tel champ magnétique. Nous ne savons même pas avec certitude si elle a une atmosphère. Tout ce que nous savons, c'est qu'une planète existe là-bas, qu'elle a environ 1,3 fois la masse de la Terre, et qu'elle orbite dans une région où l'eau liquide pourrait théoriquement exister. C'est tout. Le reste n'est que spéculation éclairée, modèles informatiques et espoir. Revenons à notre vaisseau génération hypothétique, l'Arche, arrivant finalement dans le système Proxima après des dizaines de milliers d'années de voyage. Les descendants de l'équipage original regardent par les hublots et voient pour la première fois de leur vie un monde réel. Pas les images transmises par leurs ancêtres, mais une planète réelle suspendue dans l'espace. Que font-ils ensuite ? Ils ne peuvent pas simplement atterrir. Pas immédiatement. Ils doivent d'abord étudier la planète depuis l'orbite, envoyer des sondes, analyser l'atmosphère si elle existe, cartographier la surface, identifier les zones potentiellement habitables, chercher des signes de danger. Et s'ils découvrent que Proxima b est effectivement habitable, qu'elle a de l'eau liquide, une atmosphère respirable, des températures tolérables dans certaines régions, alors vient le moment le plus extraordinaire de l'histoire humaine. Le premier atterrissage sur un monde en orbite autour d'une autre étoile. Les premiers pas sur un sol qui n'a jamais connu la lumière de notre Soleil.
le premier souffle d'air qui ne vient pas de la Terre. Ce serait un moment qui éclipserait tous les autres accomplissements de notre espèce. Un moment qui justifierait les sacrifices de centaines de générations qui ont vécu et sont mortes dans l'arche pour que ce moment puisse arriver. Mais voici la question qui devrait nous hanter. Pourquoi attendre? Pourquoi accepter un voyage de dizaines de milliers d'années, alors que nous pourrions potentiellement développer des technologies qui réduiraient ce temps à des décennies, ou même moins? La réponse est à la fois simple et profondément frustrante, parce que ces technologies n'existent pas encore, et nous ne savons pas quand elles existeront, ni même si elles sont physiquement possibles. Parlons de propulsion. Pour voyager rapidement entre les étoiles, nous avons besoin de quelque chose de radicalement différent des fusées chimiques qui nous ont emmenés sur la Lune. Les fusées chimiques sont pathétiquement lentes à l'échelle interstellaire. Même les moteurs ioniques les plus avancés, qui peuvent fonctionner pendant des années et atteindre des vitesses impressionnantes, sont encore beaucoup trop lents. Nous avons besoin de quelque chose de fondamentalement nouveau. La propulsion nucléaire pulsée, proposée pour la première fois dans le projet Orion dans les années 1950, suggérait de faire exploser des bombes nucléaires derrière un vaisseau spatial et de surfer sur les ondes de choc. C'est aussi fou que cela en a l'air, mais les calculs montrent que cela pourrait fonctionner, atteignant peut-être 3 à 5% de la vitesse de la lumière. Cela réduirait le voyage vers Proxima Centauri à environ 100 ans. Toujours un vaisseau génération, mais beaucoup plus gérable. Le problème ? Faire exploser des milliers de bombes nucléaires dans l'espace soulève des questions évidentes de sécurité, de politique internationale et de contamination radioactive. La propulsion par fusion, si nous pouvions la maîtriser, offrirait une alternative plus propre. Fusionner des atomes d'hydrogène comme le fait le Soleil, libérant d'énormes quantités d'énergie. Des concepts comme le moteur Bussard-Ramjet proposent de collecter l'hydrogène de l'espace interstellaire lui-même pendant le voyage, l'utilisant comme carburant. En théorie, un tel vaisseau pourrait accélérer continuellement, atteignant peut-être 10 à 20% de la vitesse de la lumière. Le voyage vers Proxima Centauri prendrait alors 20 à 40 ans. Une vie humaine. Faisable. Mais nous n'avons toujours pas de réacteur à fusion fonctionnel sur Terre, encore moins un moteur spatial à fusion. Et puis il y a les concepts vraiment exotiques. La propulsion antimatière, où la matière et l'antimatière s'annihilent mutuellement, convertissant 100% de leur masse en énergie selon la célèbre équation d'Einstein, E égale mc². C'est l'efficacité énergétique ultime. 1 kg de matière réagissant avec 1 kg d'antimatière libérerait autant d'énergie que 43 millions de tonnes de TNT. Avec l'antimatière, nous pourrions théoriquement atteindre une fraction significative de la vitesse de la lumière. Le problème ? Nous ne savons pas comment produire de l'antimatière en quantité significative. Actuellement, le CERN peut produire environ 1 milliardième de grammes par an. Nous aurions besoin de kilogrammes. Et stocker l'antimatière sans qu'elle touche la matière normale et explose est un défi technique que nous n'avons même pas commencé à résoudre. Certains physiciens parlent de concepts encore plus spéculatifs. Les moteurs à distorsion qui plieraient l'espace-temps lui-même, créant une bulle où le vaisseau pourrait voyager plus vite que la lumière sans violer la relativité. Les trous de verre, des raccourcis hypothétiques à travers l'espace-temps. Ces idées ne violent pas nécessairement les lois de la physique telles que nous les comprenons, mais elles nécessitent des choses que nous n'avons jamais vues et ne savons pas comment créer. De l'énergie négative, de la matière exotique, des manipulations de l'espace-temps à des échelles macroscopiques. Ce sont des possibilités mathématiques, pas des technologies d'ingénierie. Alors nous sommes coincés. Coincés entre le rêve et la réalité, entre la possibilité et la praticité. Proxima b existe. Elle est là-bas, en ce moment même, tournant autour de son étoile rouge. Peut-être avec des océans, peut-être avec des nuages, peut-être même avec de la vie. Et nous ne pouvons pas y aller. Pas maintenant. Probablement pas de notre vivant. Peut-être pas pendant des siècles. Cette frustration est amplifiée par ce que nous apprenons sur Proxima b. En 2019, des observations supplémentaires ont confirmé l'existence de la planète et ont commencé à affiner nos estimations de ses propriétés. En 2020, des astronomes ont annoncé la possible détection d'une deuxième planète dans le système, Proxima c, beaucoup plus éloignée et probablement gelée.
Chaque nouvelle découverte rend le système Proxima Centauri plus intéressant, plus complexe, plus tentant. Des télescopes de nouvelle génération, comme le James Webb Space Telescope, lancé en 2021, pourraient potentiellement détecter des signatures atmosphériques de Proxima b si elle a une atmosphère substantielle. Nous pourrions chercher de la vapeur d'eau, de l'oxygène, du méthane, des gaz qui pourraient indiquer la présence de vie. Imaginez la découverte, des biosignatures dans l'atmosphère de la planète habitable la plus proche, la preuve que nous ne sommes pas seuls, que la vie existe ailleurs, et que cet ailleurs est notre voisin cosmique immédiat. Cette découverte serait à la fois la plus grande nouvelle de l'histoire humaine et la plus grande torture. Parce qu'elle confirmerait que là-bas, à seulement 4,24 années-lumière, il y a un monde vivant que nous ne pouvons pas atteindre. Un monde que nous pourrions étudier avec des télescopes, analyser avec des spectroscopes, mais jamais toucher, jamais visiter, jamais explorer directement. Mais que se passerait-il si nous détections réellement quelque chose ? Pas seulement de la vapeur d'eau ou du dioxyde de carbone, des molécules qui peuvent exister sur des mondes morts, mais quelque chose d'indéniablement biologique. De l'oxygène en grande quantité, combiné avec du méthane dans des proportions qui ne peuvent pas s'expliquer par la géologie seule. Ou peut-être quelque chose d'encore plus exotique. Des molécules organiques complexes flottant dans l'atmosphère, des signatures spectrales qui crient « vie » dans un langage que nos instruments peuvent déchiffrer. Prenons un moment pour comprendre ce que signifierait réellement cette détection. Sur Terre, l'oxygène atmosphérique n'existe qu'à cause de la photosynthèse. Pendant des milliards d'années, des organismes vivants ont transformé le dioxyde de carbone et l'eau en sucre et en oxygène. Sans cette activité biologique constante, l'oxygène réagirait rapidement avec les roches et disparaîtrait de l'atmosphère en quelques millions d'années. L'oxygène atmosphérique est intrinsèquement instable. Sa présence est une signature de déséquilibre chimique, un déséquilibre maintenu uniquement par la vie. Si nous détections de l'oxygène dans l'atmosphère de Proxima b, accompagné de méthane, nous aurions une énigme chimique qui ne pourrait s'expliquer que par des processus biologiques. L'oxygène et le méthane réagissent ensemble. Ils ne devraient pas coexister en quantité significative, à moins que quelque chose ne les produise continuellement. Sur Terre, ce quelque chose est la vie. Des milliards de microbes dans les océans et les sols, des forêts entières, des prairies, des marécages, tous exhalant ces gaz dans un cycle perpétuel. Imaginez le moment où un astronome, quelque part sur Terre, analyse les données spectrales de Proxima b et voit les lignes révélatrices. Les pics d'absorption qui correspondent à l'oxygène moléculaire, les bandes de méthane. Peut-être même des traces d'autres molécules organiques. Le premier réflexe serait le doute. Vérifier les calculs. Refaire les observations. Éliminer toutes les autres explications possibles. Mais si les données persistent, si observation après observation confirme la même chose, alors viendrait la réalisation lente et stupéfiante. Nous avons trouvé de la vie au-delà de la Terre. Pas des signaux radio d'une civilisation extraterrestre, pas des structures artificielles, juste de la vie. Probablement microscopique, probablement simple, mais de la vie néanmoins. Une biosphère entière évoluant indépendamment de la nôtre pendant des milliards d'années, sous la lumière rouge d'une étoile différente, sur un monde que nous ne pouvons pas atteindre. Cette découverte répondrait à l'une des questions les plus profondes que l'humanité se soit jamais posée. Sommes-nous seuls ? Et la réponse serait non. Définitivement, probablement, scientifiquement, non. Mais cette réponse en soulèverait immédiatement 1000 autres. Quelle forme prend cette vie ? Est-elle basée sur l'ADN comme toute vie terrestre, ou utilise-t-elle une biochimie complètement différente ? Comment a-t-elle évolué dans un environnement si différent du nôtre, avec un cycle jour-nuit absent, sous une lumière rouge au lieu de jaune, bombardée par des éruptions stellaires violentes ? A-t-elle développé des stratégies de survie que nous ne pouvons même pas imaginer ? Et surtout, pourrions-nous jamais le savoir avec certitude sans y aller ? C'est là que le paradoxe devient vraiment cruel. Les télescopes, aussi puissants soient-ils, ne peuvent nous dire que ce qu'il y a dans l'atmosphère. Ils peuvent détecter des molécules, mesurer des températures, cartographier des nuages, mais ils ne peuvent pas voir la surface en détail.
Ils ne peuvent pas prélever des échantillons de sol. Ils ne peuvent pas plonger dans des océans hypothétiques. Ils ne peuvent pas mettre un organisme vivant sous un microscope. Pour vraiment comprendre la vie sur Proxima b, si elle existe, nous aurions besoin d'y aller. Et nous ne pouvons pas. Alors explorons plus en détail ce monde que nous ne pouvons pas atteindre. Fermons les yeux et essayons d'imaginer à quoi pourrait ressembler Proxima b, en nous basant sur ce que nous savons de la physique, de la chimie et de la biologie. Commençons par la lumière. Proxima Centauri est une naine rouge de type M, ce qui signifie qu'elle émet la majeure partie de son énergie dans l'infrarouge et le rouge visible. Si vous vous teniez sur la surface de Proxima b du côté diurne, le ciel ne serait pas bleu comme sur Terre. Il serait probablement rouge foncé ou orange, peut-être même presque noir si l'atmosphère est mince. L'étoile elle-même apparaîtrait environ 3 fois plus grande que notre Soleil vu de la Terre, un disque rouge sombre, suspendu immobile dans le ciel, ne se levant jamais, ne se couchant jamais. Cette lumière rouge aurait des conséquences profondes pour toute vie photosynthétique. Sur Terre, les plantes sont vertes parce qu'elles absorbent principalement la lumière bleue et rouge, réfléchissant le vert. Mais sous une étoile rouge, cette stratégie ne fonctionnerait pas. Les plantes de Proxima b, si elles existent, pourraient être noires, absorbant chaque photon disponible dans un environnement où la lumière est rare. Ou peut-être seraient-elles rouges ou violettes, utilisant des pigments différents, optimisés pour capturer la lumière infrarouge. Des forêts noires sous un ciel rouge, des océans sombres reflétant une étoile cramoisie. Un monde de couleurs que nos yeux terrestres trouveraient étrange et inquiétante. Maintenant, pensons à la géographie. Si Proxima b est verrouillée par effet de marée, sa surface serait divisée en 3 zones distinctes. Le point substellaire, directement sous l'étoile, serait le plus chaud. C'est là que les rayons de Proxima Centauri frapperaient perpendiculairement, concentrant leur énergie. Les températures pourraient atteindre des dizaines de degrés Celsius, peut-être même plus. Si de l'eau existe, elle s'évaporerait rapidement ici, créant une atmosphère humide et dense. En s'éloignant du point substellaire, les températures diminueraient progressivement. À une certaine distance, vous atteindriez la zone crépusculaire, l'anneau autour de la planète où l'étoile plane juste au-dessus de l'horizon. C'est probablement la région la plus habitable. Pas trop chaude, pas trop froide. Si des océans existent, ils pourraient être concentrés ici, dans cette bande de température modérée. Si la vie existe, c'est probablement ici qu'elle prospérerait. Continuez plus loin et vous entrez dans la nuit permanente. Le côté nocturne de Proxima b serait glacial. Sans lumière stellaire pour réchauffer la surface, les températures plongeraient bien en dessous de zéro. Toute eau ici serait gelée en glace solide. Mais cette glace ne resterait pas nécessairement immobile. Si Proxima b a une atmosphère substantielle, les vents transporteraient la chaleur du côté diurne vers le côté nocturne. Des tempêtes massives pourraient faire rage dans la zone crépusculaire, où l'air chaud rencontre l'air froid, créant des gradients de pression énormes. Imaginez des vents soufflant à des centaines de kilomètres par heure, transportant de la vapeur d'eau du côté chaud vers le côté froid, où elle gèlerait et tomberait comme neige. Cette neige s'accumulerait en glaciers massifs sur le côté nocturne. Mais la glace ne resterait pas là pour toujours. La pression atmosphérique, la chaleur géothermique du noyau de la planète, et peut-être même des courants océaniques sous la glace, feraient fondre la glace par en dessous. L'eau liquide s'écoulerait à travers des rivières souterraines, retournant vers le côté diurne, où le cycle recommencerait. Un cycle hydrologique global, mais complètement différent de celui de la Terre. Et qu'en est-il des océans ? Si Proxima b a de l'eau liquide en surface, où serait-elle ? Probablement pas uniformément répartie comme sur Terre. Plus probablement concentrée dans la zone crépusculaire, formant peut-être un océan annulaire autour de la planète. Ou peut-être plusieurs mers séparées, chacune dans une région où les températures permettent à l'eau de rester liquide. Ces océans seraient étranges selon nos standards. Pas de marée causée par une lune, car Proxima b n'a probablement pas de lune. Pas de cycle jour-nuit pour créer des courants de convection thermique quotidiens. Au lieu de cela, des courants constants, entraînés par la différence de température entre le côté diurne et nocturne, circulant perpétuellement dans la même direction.
Plongeons dans un de ces océans hypothétiques. L'eau serait probablement plus chaude en surface du côté diurne, refroidissant progressivement en profondeur et en s'éloignant vers le côté nocturne. Si la vie existe dans ces océans, elle aurait évolué dans des conditions radicalement différentes de la vie marine terrestre. Pas de cycle de lumière pour réguler les rythmes circadiens, pas de saison, juste un gradient thermique constant et une lumière rouge perpétuelle dans certaines régions, une obscurité totale dans d'autres. Les organismes photosynthétiques, s'ils existent, seraient concentrés dans les eaux peu profondes du côté diurne et de la zone crépusculaire, là où la lumière de Proxima Centauri peut pénétrer. Mais que mangeraient les créatures des profondeurs ou du côté nocturne ? Sur Terre, la vie en eau profonde dépend finalement de la matière organique qui tombe de la surface, produite par la photosynthèse. Mais Proxima b pourrait avoir développé une alternative, la chimiosynthèse, où les organismes tirent leur énergie de réaction chimique plutôt que de la lumière. Sur Terre, nous trouvons de tels organismes près des sources hydrothermales au fond des océans, où ils utilisent les composés sulfureux crachés par les cheminées volcaniques. Proxima b pourrait avoir des écosystèmes entiers basés sur ce principe, complètement indépendants de la lumière stellaire. Mais toute cette spéculation repose sur une hypothèse cruciale, que Proxima b a effectivement une atmosphère, et c'est loin d'être certain. Les naines rouges comme Proxima Centauri sont violentes dans leur jeunesse. Pendant les premiers milliards d'années de leur existence, elles produisent des éruptions stellaires massives et un vent stellaire intense. Proxima b, si proche de son étoile, aurait été bombardée par ce déluge de radiation et de particules chargées. Sans un champ magnétique puissant pour la protéger, son atmosphère aurait pu être arrachée, atome par atome, laissant derrière elle un monde stérile et sans air comme Mercure. C'est ce qui est arrivé à Mars. Il y a des milliards d'années, Mars avait une atmosphère épaisse, de l'eau liquide en surface, peut-être même de la vie. Mais Mars est petite, et son noyau s'est refroidi rapidement. Sans noyau liquide en rotation, elle n'a pas pu maintenir un champ magnétique global. Le vent solaire a lentement érodé son atmosphère, et Mars est devenu le désert froid et sec que nous connaissons aujourd'hui. Proxima b pourrait avoir subi le même sort, surtout si elle est plus petite que la Terre, ou si elle s'est formée sans les éléments radioactifs nécessaires pour maintenir un noyau chaud. Mais il y a de l'espoir. Proxima b a environ 1,3 fois la masse de la Terre. Cette masse supplémentaire signifie plus de gravité pour retenir une atmosphère, et potentiellement un noyau plus grand, qui pourrait rester chaud plus longtemps. Si Proxima b s'est formé avec une atmosphère épaisse, riche en gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, cette atmosphère aurait pu absorber une partie de la radiation des éruptions stellaires, se protégeant elle-même. Et si la planète a un champ magnétique, même modeste, cela aurait pu dévier suffisamment de particules chargées pour préserver l'atmosphère. Nous ne le saurons pas avec certitude tant que nous n'aurons pas de meilleures observations. Les télescopes actuels ne sont pas assez puissants pour détecter directement l'atmosphère de Proxima b. La planète est trop petite, trop proche de son étoile, et l'étoile elle-même est trop faible. Mais les télescopes de nouvelle génération, comme l'Extremely Large Telescope en construction au Chili, ou les futurs télescopes spatiaux encore plus avancés, pourraient y parvenir. Dans les décennies à venir, nous pourrions avoir une réponse définitive. Proxima b a-t-elle une atmosphère ? Et si oui, de quoi est-elle composée ? En attendant, nous pouvons faire des expériences. Pas sur Proxima b elle-même, évidemment, mais ici, sur Terre. Des scientifiques créent des simulations informatiques sophistiquées du climat de Proxima b, modélisant comment une atmosphère se comporterait sur un monde verrouillé par effet de marée autour d'une naine rouge. Ils ajustent les paramètres, épaisseur de l'atmosphère, composition chimique, présence ou absence d'océan, force du champ magnétique. Ils simulent des milliers de scénarios différents, cherchant lesquels produisent des conditions habitables. Ces simulations révèlent des choses fascinantes. Par exemple, même avec un verrouillage par effet de marée, une atmosphère suffisamment épaisse pourrait redistribuer la chaleur assez efficacement pour empêcher le côté nocturne de geler complètement. Les vents transporteraient l'air chaud du point substellaire vers le côté nocturne, créant un gradient de température plus doux. Dans certaines simulations, la température moyenne globale de Proxima b pourrait être similaire à celle de la Terre, même si la distribution de cette chaleur serait très différente.
D'autres simulations explorent ce qui se passerait si Proxima b avait des océans. L'eau a une capacité thermique énorme, ce qui signifie qu'elle peut absorber et stocker beaucoup de chaleur. Des courants océaniques pourraient transporter cette chaleur autour de la planète, encore plus efficacement que l'atmosphère. Un océan global, ou même un océan annulaire dans la zone crépusculaire, pourrait agir comme un régulateur thermique massif, maintenant des températures habitables sur une grande partie de la surface. Mais ces simulations révèlent aussi des dangers. Les éruptions stellaires de Proxima Centauri ne sont pas juste des inconvénients. Elles sont potentiellement catastrophiques. Quand une éruption massive frappe Proxima b, elle déverse des quantités énormes de radiation ultraviolette et X sur la planète. Cette radiation peut détruire les molécules organiques complexes, endommager l'ADN et tuer les organismes vivants exposés. Sur Terre, notre atmosphère et notre champ magnétique nous protègent de la plupart de cette radiation. Mais Proxima b, si proche de son étoile, recevrait une dose beaucoup plus forte. Si la vie existe sur Proxima b, elle aurait dû développer des stratégies pour survivre à ces éruptions. Peut-être vit-elle sous la surface, dans des grottes ou des océans profonds où la radiation ne peut pas pénétrer. Peut-être a-t-elle évolué des mécanismes de réparation de l'ADN extraordinairement efficaces, comme certaines bactéries terrestres, qui peuvent survivre à des doses de radiation qui tueraient instantanément un humain. Ou peut-être que les éruptions, aussi violentes soient-elles, ne sont pas assez fréquentes ou assez intenses pour empêcher complètement la vie. Après tout, la vie sur Terre a survécu à des extinctions massives, à des impacts d'astéroïdes, à des éruptions volcaniques globales. La vie est résiliente. Mais voici une autre possibilité, plus sombre. Peut-être que Proxima b était habitable autrefois, mais ne l'est plus. Peut-être qu'elle avait une atmosphère épaisse, des océans, peut-être même de la vie, mais que les éruptions stellaires l'ont lentement stérilisée. Peut-être que nous regardons un monde mort, un cadavre planétaire qui nous montre ce qui arrive quand une planète habitable orbite trop près d'une étoile violente. Cette possibilité est déprimante, mais elle serait scientifiquement précieuse. Elle nous apprendrait quelque chose de crucial sur les limites de l'habitabilité, sur les conditions nécessaires pour que la vie non seulement émerge, mais persiste. Et puis il y a la question du temps. Proxima Centauri a environ 4,85 milliards d'années, à peu près le même âge que notre Soleil. Cela signifie que Proxima b, si elle s'est formée en même temps que son étoile, a eu environ le même temps que la Terre pour développer la vie. Sur Terre, la vie est apparue étonnamment rapidement. Les plus anciennes preuves de vie datent d'environ 3,8 milliards d'années, seulement 700 millions d'années après la formation de la Terre. Si la vie émerge facilement partout où les conditions sont favorables, alors Proxima b a eu amplement le temps. Mais il y a une différence cruciale. Les naines rouges comme Proxima Centauri vivent beaucoup plus longtemps que les étoiles comme notre Soleil. Notre Soleil brûlera son hydrogène et mourra dans environ 5 milliards d'années. Proxima Centauri, en revanche, brûle son carburant si lentement qu'elle vivra pendant des milliers de milliards d'années. Des milliers de milliards. Un nombre si grand qu'il dépasse presque la compréhension. L'univers lui-même n'a que 13,8 milliards d'années. Proxima Centauri vivra 1000 fois plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Cela signifie que, si la vie existe sur Proxima b, elle a potentiellement un avenir incroyablement long devant elle. Alors que la vie sur Terre sera finalement détruite quand notre Soleil deviendra une géante rouge et engloutira notre planète, la vie sur Proxima b pourrait continuer à évoluer pendant des éons incompréhensibles. Elle pourrait développer des formes de complexité que nous ne pouvons même pas imaginer. Elle pourrait évoluer vers l'intelligence, construire des civilisations, développer des technologies, explorer son propre système stellaire, et peut-être même regarder vers les étoiles et se demander si elle est seule. Et si cela se produit, si une civilisation émerge un jour sur Proxima b, elle nous verrait. Notre Soleil, vu de Proxima Centauri, serait une étoile brillante dans leur ciel. Pas la plus brillante, mais certainement visible. Avec des télescopes, ils pourraient détecter la Terre. Ils pourraient analyser notre atmosphère et voir l'oxygène, le méthane, les signatures de la vie. Ils pourraient même détecter les signatures de notre civilisation industrielle, les gaz à effet de serre que nous avons pompés dans l'atmosphère,
les signaux radio que nous avons diffusés dans l'espace depuis un siècle. Et il ferait face au même paradoxe que nous. Il saurait que nous existons. Il saurait que nous sommes là, sur ce monde bleu, en orbite autour de cette étoile jaune, à seulement 4,24 années-lumière de distance. Et il ne pourrait pas nous atteindre. Pas avec leur technologie. Pas de leur vivant. Il serait coincé, tout comme nous, séparé par un gouffre qui est à la fois infinitésimalement petit à l'échelle cosmique et insurmontablement vaste à l'échelle de la vie. C'est peut-être la leçon la plus profonde de Proxima b. L'univers est vaste au-delà de toute compréhension, mais il n'est pas vide. Il y a d'autres mondes là-bas. Des mondes qui pourraient abriter la vie. Des mondes qui pourraient être habitables. Des mondes qui sont, dans un sens cosmique, juste à côté. Mais cette proximité est une illusion, créée par notre perspective limitée. À l'échelle de la vie, à l'échelle de la civilisation humaine, même notre voisin le plus proche est inaccessiblement loin. Cela ne signifie pas que nous devrions abandonner. Au contraire, cela signifie que nous devons penser différemment. Si nous ne pouvons pas aller à Proxima b de notre vivant, peut-être pouvons-nous envoyer des émissaires. Pas des humains, mais des machines. Des sondes intelligentes capables de voyager pendant des décennies, d'arriver dans le système Proxima, d'étudier la planète en détail et de nous renvoyer des données. Breakthrough Starshot n'est qu'une proposition, mais c'est un début. C'est une reconnaissance que si nous voulons explorer les étoiles, nous devons accepter que ce ne sera pas nous qui les verrons, mais nos créations. Et peut-être, dans un avenir lointain, quand nous aurons développé des technologies que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui, nos descendants pourront faire ce voyage. Peut-être qu'ils regarderont en arrière vers notre époque et se demanderont comment nous avons pu vivre en sachant que Proxima b existait sans pouvoir y aller. Peut-être qu'ils nous verront comme nous voyons les explorateurs du XVe siècle, rêvant de terres au-delà de l'horizon qu'ils ne pouvaient atteindre qu'au prix de voyages périlleux de plusieurs années. Mais pour l'instant, nous sommes coincés. Coincés sur cette planète, regardant vers le ciel, sachant que là-bas, à 4,24 années-lumière, il y a un monde qui pourrait changer tout ce que nous pensons savoir sur notre place dans l'univers. Un monde que nous pouvons étudier, mais pas toucher. Un monde qui représente à la fois notre plus grand espoir et notre plus grande frustration. Parlons maintenant de quelque chose que personne n'aime vraiment affronter. Le coût humain de l'impossibilité. Pas le coût en argent, en ressources ou en technologie. Le coût psychologique. Le coût existentiel. Que fait-il à une civilisation de savoir avec certitude qu'il existe un endroit où elle pourrait potentiellement survivre, mais qu'elle ne pourra jamais y aller? Nous vivons dans une époque étrange. Pour la première fois dans l'histoire humaine, nous pouvons détecter des mondes autour d'autres étoiles. Nous pouvons mesurer leur taille, estimer leur masse, calculer leur température de surface. Nous pouvons même, dans certains cas, analyser leur atmosphère. Nous avons transformé l'impossible en routine. Depuis la première détection confirmée d'une exoplanète en 1992, nous en avons découvert plus de 5000. 5000 mondes confirmés en orbite autour d'autres étoiles. Et ce n'est qu'un début. Les estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir 40 milliards de planètes de taille terrestre dans les zones habitables d'étoiles similaires au Soleil, rien que dans notre galaxie. 40 milliards. Laissez ce nombre résonner un instant. 40 milliards de mondes potentiellement habitables. 40 milliards d'endroits où l'eau liquide pourrait exister, où la vie pourrait émerger, où des civilisations pourraient se développer. Et nous ne pouvons en atteindre aucun. Pas un seul. Même Proxima b, la plus proche de toutes, reste au-delà de notre portée. Cette réalisation crée une forme particulière de torture intellectuelle. Imaginez que vous êtes un prisonnier dans une cellule avec une fenêtre. Par cette fenêtre, vous pouvez voir un jardin magnifique. Vous pouvez voir les arbres, les fleurs, l'herbe verte. Vous pouvez même sentir l'air frais qui filtre à travers les barreaux. Vous savez que ce jardin existe. Vous pouvez l'étudier en détail. Mais vous ne pouvez pas l'atteindre. Les barreaux sont incassables, la porte est verrouillée. Vous passerez votre vie entière à regarder ce jardin sans jamais pouvoir y marcher.
C'est notre situation avec Proxima b. Nous sommes des prisonniers de la physique, enfermés dans notre système solaire par les lois immuables de l'espace-temps. La vitesse de la lumière n'est pas juste une limite de vitesse, c'est une barrière fondamentale tissée dans le tissu même de la réalité. Einstein nous a montré que rien avec une masse ne peut atteindre la vitesse de la lumière, peu importe la quantité d'énergie que vous y consacrez. Et même si vous pouviez, d'une manière ou d'une autre, contourner cette limite, même si vous pouviez voyager exactement à la vitesse de la lumière, il vous faudrait encore 4,24 ans pour atteindre Proxima Centauri. Mais creusons plus profondément dans ce que signifie réellement voyager à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Parce que même si nous pouvions construire un vaisseau capable d'atteindre, disons, 50% de la vitesse de la lumière, les défis ne feraient que commencer. À cette vitesse, chaque atome d'hydrogène flottant dans l'espace interstellaire deviendrait un projectile mortel. L'espace n'est pas vraiment vide. Il contient environ 1 atome d'hydrogène par centimètre cube en moyenne. Cela semble incroyablement dilué, et ça l'est. Mais quand vous voyagez à 150 000 km par seconde, même ces atomes dispersés deviennent un problème. Faisons le calcul. Un vaisseau spatial voyageant à 50% de la vitesse de la lumière traverserait environ 4,7 milliards de kilomètres par jour. Sur cette distance, même dans le vide relatif de l'espace interstellaire, le vaisseau entrerait en collision avec des milliards d'atomes. Chaque collision libérerait de l'énergie. À des vitesses relativistes, cette énergie devient énorme. Un seul atome d'hydrogène frappant votre vaisseau à 50% de la vitesse de la lumière aurait l'énergie cinétique d'une balle de fusil. Maintenant, multipliez cela par des milliards de collisions par seconde. Le résultat ? Votre vaisseau serait bombardé par une radiation intense, un déluge constant de particules à haute énergie qui chaufferait la coque, endommagerait les systèmes électroniques et exposerait tout équipage à des doses mortelles de radiation. Vous auriez besoin d'un bouclier. Pas un bouclier métaphorique, mais un bouclier physique, réel, probablement fait de matière dense placée à l'avant du vaisseau pour absorber ces impacts. Mais ce bouclier lui-même s'éroderait progressivement, atome par atome, transformé en plasma par la friction avec le milieu interstellaire. Et ce n'est que l'hydrogène. L'espace interstellaire contient aussi de la poussière, des grains microscopiques de matière, la plupart pas plus grands qu'un micron, mais certains atteignant la taille de grains de sable. À 50% de la vitesse de la lumière, un grain de poussière de la taille d'un grain de sable aurait l'énergie d'une bombe. Une seule collision pourrait détruire votre vaisseau instantanément. Vous auriez besoin de systèmes de détection capables de repérer ces grains à des millions de kilomètres de distance et de systèmes de manœuvre capables de les éviter. Mais à cette vitesse, vous parcourez 150 000 km chaque seconde. Le temps de réaction serait mesuré en fractions de seconde. Supposons que vous résolviez tous ces problèmes. Supposons que vous construisiez un vaisseau avec un bouclier suffisamment robuste, des systèmes de détection suffisamment sensibles et des moteurs suffisamment puissants pour effectuer des manœuvres d'évitement à des vitesses relativistes. Vous lancez votre mission vers Proxima Centauri. Le voyage prend environ 8 ans et demi à 50% de la vitesse de la lumière. Mais voici le problème suivant. Comment ralentissez-vous ? À cette vitesse, vous ne pouvez pas simplement allumer des rétrofusées et freiner. La quantité de carburant nécessaire pour ralentir serait à peu près égale à la quantité nécessaire pour accélérer en premier lieu. Cela signifie que vous devez transporter le double de carburant, ce qui rend votre vaisseau 2 fois plus lourd, ce qui nécessite encore plus de carburant pour l'accélérer, ce qui le rend encore plus lourd, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'équation de la fusée de Tsiolkovsky, et c'est tyrannique. Pour chaque kilogramme de charge utile que vous voulez livrer à Proxima Centauri, vous pourriez avoir besoin de transporter des milliers de kilogrammes de carburant. Une solution serait de ne pas ralentir du tout. Passez simplement devant Proxima b à toute vitesse, prenez des photos et des mesures pendant les quelques heures où vous êtes à portée, puis continuez dans l'espace interstellaire pour toujours. C'est essentiellement ce que proposent les sondes Breakthrough Starshot. Mais pour une mission habitée, c'est inacceptable. Vous ne pouvez pas demander à des humains de voyager pendant près d'une décennie juste pour un survol de quelques heures. Une autre solution serait d'utiliser la gravité de Proxima Centauri elle-même pour ralentir,
une manœuvre appelée freinage gravitationnel. Mais les calculs montrent que pour ralentir suffisamment, vous devriez passer si près de l'étoile que la radiation vous tuerait. Vous auriez besoin de faire plusieurs passages, chacun vous ralentissant un peu plus, mais cela prendrait des années, et exposerait le vaisseau à des doses cumulatives de radiation stellaire. Ou peut-être pourriez-vous utiliser une voile magnétique, un champ magnétique généré par le vaisseau qui interagirait avec le vent stellaire de Proxima Centauri pour créer une traînée et ralentir le vaisseau. C'est théoriquement possible, mais cela nécessiterait des champs magnétiques d'une intensité que nous ne savons pas comment générer, et le processus de freinage prendrait encore des années. Chaque solution crée de nouveaux problèmes. Chaque problème nécessite de nouvelles technologies. Et chaque nouvelle technologie repousse la faisabilité d'une mission habitée vers Proxima b plus loin dans le futur. Alors peut-être que la vraie question n'est pas quote 0, mais quote 1. Qu'est-ce qui nous pousse à regarder vers Proxima b avec un tel désir ? Pourquoi cette planète en particulier, parmi les 5000 exoplanètes connues, capture-t-elle notre imagination ? La réponse, je pense, est profondément psychologique. Proxima b représente quelque chose que les humains ont toujours recherché. Un nouveau départ. Une seconde chance. Un endroit où nous pourrions recommencer, libérer des erreurs et des limitations de notre monde natal. C'est la même impulsion qui a poussé nos ancêtres à traverser les océans, à franchir les montagnes, à explorer les pôles. L'herbe est toujours plus verte de l'autre côté, dit le proverbe. Et Proxima b est littéralement de l'autre côté, le plus loin que nous puissions imaginer tout en restant dans le domaine du possible. Mais il y a quelque chose de plus sombre aussi. Une partie de notre fascination pour Proxima b vient de notre anxiété croissante concernant la Terre. Nous voyons les changements climatiques s'accélérer, nous voyons les écosystèmes s'effondrer, nous voyons les ressources s'épuiser. Et une partie de nous se demande, combien de temps la Terre restera-t-elle habitable ? Avons-nous besoin d'un plan de secours ? Proxima b pourrait-elle être ce plan de secours ? C'est une pensée séduisante, mais aussi profondément trompeuse, parce que voici la vérité brutale. Si nous ne pouvons pas maintenir la Terre habitable, un monde que nous avons évolué pour habiter pendant des millions d'années, un monde avec une atmosphère respirable, des températures modérées, de l'eau abondante et une biosphère complexe qui nous soutient, alors nous n'avons absolument aucune chance de terraformer et de coloniser Proxima b, un monde que nous n'avons jamais vu, qui pourrait ne pas avoir d'atmosphère, qui est bombardé par des éruptions stellaires mortelles et qui se trouve à 40 000 milliards de kilomètres de distance. Terraformer la Terre, réparer les dommages que nous avons causés à notre propre planète, serait infiniment plus facile que de coloniser Proxima b. Infiniment. Et pourtant, nous semblons avoir du mal à faire même cela. Nous continuons à pomper du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Nous continuons à détruire les forêts. Nous continuons à acidifier les océans. Si nous ne pouvons pas nous organiser pour sauver notre propre monde, comment pourrions-nous nous organiser pour en atteindre un autre ? Mais peut-être que c'est précisément le point. Peut-être que Proxima b n'est pas vraiment une destination. Peut-être que c'est un miroir. Un miroir qui nous montre nos propres limitations, nos propres échecs, nos propres rêves impossibles. Quand nous regardons Proxima b, nous ne voyons pas vraiment une planète lointaine. Nous voyons une projection de nos espoirs et de nos peurs. Nous voyons ce que nous voulons que la Terre soit. Un monde vierge, non pollué, plein de possibilités. Et nous voyons aussi ce que nous craignons que la Terre devienne. Un monde inhospitalier, dangereux, peut-être même mort. Il y a une expérience de pensée célèbre en philosophie appelée le paradoxe de Fermi. Elle pose une question simple. Si l'univers est si vaste, si les planètes habitables sont si nombreuses, où sont tous les extraterrestres ? Pourquoi n'avons-nous détecté aucun signal, aucune preuve de civilisation avancée ? Une des réponses proposées est sombre. Peut-être que les civilisations technologiques ne durent pas longtemps. Peut-être qu'elles s'autodétruisent avant de pouvoir coloniser les étoiles. Peut-être que nous regardons un univers rempli de tombes silencieuses, de mondes où la vie intelligente a émergé, a construit des civilisations, puis a disparu. Proxima b pourrait être une de ces tombes. Ou elle pourrait être un berceau, un monde où la vie est sur le point d'émerger. Ou elle pourrait être stérile, un rocher mort qui n'a jamais connu la vie
et ne la connaîtra jamais. Nous ne le savons pas. Et c'est peut-être la partie la plus frustrante de toutes. Nous ne savons pas. Nous avons les outils pour détecter des planètes autour d'autres étoiles, mais pas encore les outils pour vraiment les comprendre. Nous sommes comme des enfants pressant leur visage contre une vitrine, regardant des jouets que nous ne pouvons pas avoir. Mais les enfants grandissent. Les technologies progressent. Ce qui est impossible aujourd'hui pourrait être routinier dans 100 ans, dans 1000 ans. L'histoire humaine est une histoire de dépassement de l'impossible. Il y a 500 ans, traverser l'océan Atlantique était une entreprise périlleuse qui tuait la plupart de ceux qui l'essayaient. Aujourd'hui, vous pouvez le faire en quelques heures dans un confort climatisé. Il y a 100 ans, l'idée de marcher sur la Lune était de la pure science-fiction. Aujourd'hui, nous avons des empreintes de pas là-haut qui dureront des millions d'années. Peut-être que dans 1000 ans, nos descendants regarderont en arrière vers notre époque et souriront de notre pessimisme. Peut-être qu'ils voyageront régulièrement vers Proxima b, qu'ils y auront établi des colonies, qu'ils auront transformé ce monde lointain en un nouveau foyer. Peut-être qu'ils se demanderont comment nous avons pu penser que c'était impossible. Ou peut-être pas. Peut-être que les lois de la physique sont vraiment aussi immuables qu'elles le semblent. Peut-être que la vitesse de la lumière est une limite absolue que aucune technologie ne pourra jamais contourner. Peut-être que l'univers est structuré de telle manière que les civilisations sont condamnées à rester confinées à leur système stellaire natal, capables de voir d'autres mondes, mais jamais de les atteindre. Peut-être que nous vivons dans un univers de jardins murés, chaque civilisation isolée dans le sien, capable de communiquer peut-être, mais jamais de se rencontrer. Si c'est vrai, alors Proxima b devient quelque chose de différent. Pas une destination, mais un symbole. Un symbole de tout ce qui existe au-delà de notre portée. Un rappel que l'univers est plus grand que nous, plus vieux que nous, et fondamentalement indifférent à nos désirs. Nous pouvons rêver d'atteindre les étoiles, mais les étoiles ne rêvent pas de nous. Et pourtant, nous continuons à rêver. Nous continuons à planifier. Nous continuons à construire des télescopes plus puissants, à concevoir des vaisseaux spatiaux plus rapides, à imaginer des technologies qui n'existent pas encore. Pourquoi ? Parce que c'est ce que font les humains. Nous sommes une espèce d'explorateurs, de rêveurs, de constructeurs. Nous voyons un horizon et nous voulons savoir ce qui se trouve au-delà. C'est dans notre nature. C'est codé dans nos gènes, façonné par des millions d'années d'évolution qui ont récompensé la curiosité et puni la complaisance. Proxima b appelle cette nature. Elle nous défie. Elle nous dit. Et notre réponse, en tant qu'espèce, semble être « nous essaierons quand même ». C'est peut-être stupide, c'est peut-être noble, c'est probablement les deux. Mais c'est indéniablement humain. Nous sommes l'espèce qui regarde l'impossible et dit « pas encore ». Nous sommes l'espèce qui a transformé le vol, autrefois un rêve mythologique, en une réalité quotidienne. Nous sommes l'espèce qui a divisé l'atome, déchiffré le code génétique et marché sur un autre monde. Nous sommes aussi l'espèce qui a créé des armes capables de détruire notre civilisation, qui a pollué notre propre atmosphère et qui semble incapable de coopérer assez longtemps pour résoudre nos problèmes les plus urgents. Proxima b nous montre les deux faces de notre nature. Notre capacité à rêver grand, à repousser les limites du possible, à atteindre au-delà de notre portée. Et aussi, notre capacité à nous tromper nous-mêmes, à ignorer les problèmes immédiats en faveur de fantasmes lointains, à chercher des solutions dans les étoiles, alors que nous ne pouvons même pas résoudre les problèmes sous nos pieds. Alors que devrions-nous faire avec Proxima b ? Devrions-nous abandonner le rêve d'y aller un jour ? Devrions-nous accepter que certaines choses resteront à jamais hors de portée et concentrer nos ressources sur la réparation de notre propre monde ? Ou devrions-nous continuer à investir dans la recherche, dans les technologies qui pourraient un jour rendre le voyage interstellaire possible, même si ce jour est dans des siècles ? Je pense que la réponse est les deux. Nous devons faire les deux. Nous devons travailler à sauver la Terre, à la rendre durable, à créer une civilisation qui peut durer non pas des décennies, mais des millénaires. Et en même temps, nous devons continuer à explorer, à apprendre,
à repousser les frontières de la connaissance. Parce que ces deux efforts ne sont pas en conflit. Ils se renforcent mutuellement. Les technologies développées pour l'exploration spatiale ont des applications terrestres. Les panneaux solaires, les systèmes de recyclage de l'eau, les matériaux avancés, tous ont été développés ou améliorés grâce aux programmes spatiaux. Et inversement, résoudre nos problèmes sur Terre, apprendre à créer des systèmes durables et fermés, nous donne exactement les compétences dont nous aurions besoin pour survivre dans l'espace ou sur un autre monde. Proxima b, dans ce sens, est un objectif parfait. Elle est assez proche pour être étudiée avec nos télescopes actuels et futurs. Elle est assez intéressante pour justifier l'investissement dans de nouvelles technologies. Mais elle est aussi assez lointaine pour nous rappeler nos limitations, pour nous garder humbles, pour nous forcer à penser à long terme. Et peut-être que c'est la vraie valeur de Proxima b. Pas comme destination, mais comme inspiration. Pas comme plan de secours, mais comme défi. Elle nous dit « Voici un monde qui pourrait être habitable. Voici un endroit où la vie pourrait exister. » Mais pour le savoir avec certitude, pour vraiment le comprendre, vous devez devenir meilleur. Vous devez développer de meilleures technologies. Vous devez apprendre à coopérer sur des échelles de temps qui dépassent les vies individuelles. Vous devez devenir une civilisation capable de penser en termes de siècles, pas de trimestres fiscaux. C'est un défi que nous ne sommes peut-être pas prêts à relever. Pas encore. Mais le simple fait que Proxima b existe, que nous savons qu'elle existe, change quelque chose. Cela élargit notre perspective. Cela nous force à penser au-delà de notre propre monde, de notre propre époque, de nos propres vies courtes et fragiles. Dans 4,24 années-lumière, il y a un monde. Peut-être avec des océans. Peut-être avec de la vie. Peut-être stérile et mort. Nous ne le savons pas, mais nous savons qu'il est là. Et cette connaissance, aussi frustrante soit-elle, est précieuse. Elle nous rappelle que l'univers est vaste, mystérieux et plein de possibilités. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, même si nous sommes isolés. Elle nous rappelle que l'exploration, la découverte, la quête de connaissances sont des parties essentielles de ce que signifie être humain. Proxima b est là-bas, elle attend. Pas pour nous, car l'univers n'attend personne. Mais elle est là, tournant silencieusement autour de son étoile rouge, indifférente à nos rêves et à nos frustrations. Et peut-être qu'un jour, dans un avenir que nous ne pouvons qu'imaginer, quelqu'un se tiendra sur sa surface et regardera vers le ciel, vers cette petite étoile jaune que nous appelons le Soleil, et se demandera si quelqu'un là-bas regarde en arrière. Comprenez-vous parfaitement ce à quoi vous pensez en ce moment? Vous pensez que tout cela semble terriblement pessimiste. Vous pensez que je vous ai vendu un rêve dans le titre de cette vidéo pour ensuite passer 40 minutes à vous expliquer pourquoi ce rêve est impossible. Vous pensez peut-être même que c'est de la pseudo-science, du sensationnalisme, une autre vidéo YouTube qui promet la lune et livre du désespoir. Et vous savez quoi? Je comprends parfaitement cette réaction. Parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai vraiment compris ce que signifie 4,24 années-lumière. Alors soyons honnêtes, brutalement, scientifiquement honnêtes. Oui, il y a beaucoup de contenus en ligne qui présentent l'exploration spatiale comme quelque chose de facile, qui vous montrent des animations de vaisseaux spatiaux élégants, filant entre les étoiles, comme si c'était aussi simple que prendre un avion. Ces vidéos ne mentionnent pas les radiations. Elles ne parlent pas de l'équation de la fusée. Elles ne vous disent pas que même nos sondes les plus rapides mettraient des dizaines de milliers d'années à atteindre Proxima Centauri. C'est du divertissement déguisé en science. Et je ne veux pas faire ça. Mais voici ce que je veux faire. Je veux vous montrer quelque chose que ces vidéos optimistes manquent complètement. Quelque chose de plus profond que la simple question de savoir si nous pouvons ou ne pouvons pas aller à Proxima b. Je veux vous montrer ce que cette impossibilité révèle sur la nature même de la réalité, sur notre place dans l'univers et sur ce que signifie être une espèce consciente, piégée dans un cosmos qui ne se soucie pas de nos limitations. Parce que voici la vérité que personne ne veut vraiment affronter. Proxima b n'est pas spéciale parce qu'elle est atteignable. Elle est spéciale précisément parce qu'elle ne l'est pas. Elle représente la frontière ultime entre ce que nous pouvons savoir et ce que nous pouvons expérimenter.
entre la théorie et la pratique, entre le rêve et la réalité. Revenons aux chiffres, mais cette fois, regardons-les différemment. 4,24 années-lumière, 40 000 milliards de kilomètres. Ces nombres sont si grands qu'ils perdent tout sens intuitif. Notre cerveau n'a pas évolué pour comprendre de telles distances. Nous avons évolué pour comprendre la distance entre notre grotte et le point d'eau, entre notre village et le village voisin. Peut-être, dans notre monde moderne, entre notre ville et une autre ville, mais 40 000 milliards de kilomètres, c'est au-delà de la compréhension viscérale. Alors essayons une autre approche. Oublions les kilomètres. Pensons en termes de temps. Pas le temps de voyage, mais le temps de communication. Si vous envoyez un message radio à Proxima B aujourd'hui, voyageant à la vitesse de la lumière, la vitesse la plus rapide possible dans l'univers, ce message arriverait dans 4,24 ans. Si quelqu'un là-bas répondait immédiatement, vous recevriez la réponse dans 8,48 ans. Presque une décennie pour un simple échange de messages. Imaginez essayer d'avoir une conversation dans ces conditions. Vous posez une question, vous attendez près de 9 ans pour la réponse. Vous posez une question de suivi, 9 ans de plus. Une conversation qui prendrait 10 minutes sur Terre prendrait près d'1 siècle avec Proxima B. Vous pourriez commencer cette conversation dans votre jeunesse et mourir de vieillesse avant qu'elle ne soit terminée. Vos petits-enfants pourraient hériter de votre conversation inachevée. C'est la réalité de la distance interstellaire. Ce n'est pas juste loin. C'est loin d'une manière qui défie fondamentalement notre expérience de ce que signifie la distance. C'est loin d'une manière qui transforme l'espace lui-même en une sorte de prison temporelle. Et voici où cela devient vraiment vertigineux. Cette distance, cette barrière apparemment insurmontable, est la plus petite distance possible vers une autre étoile. Proxima Centauri est notre voisine la plus proche. La deuxième étoile la plus proche, Alpha Centauri A, est à 4,37 années-lumière. La troisième, l'étoile de Barnard, est à 5,96 années-lumière. Après cela, les distances augmentent rapidement. Sirius, l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne, est à 8,6 années-lumière. Epsilon Eridani, une autre étoile avec des planètes confirmées, est à 10,5 années-lumière. Et ce ne sont que nos voisins immédiats. Notre galaxie, la Voie lactée, fait environ 100 000 années-lumière de diamètre. 100 000. Si Proxima Centauri est à 4,24 années-lumière et déjà hors de portée, que dire d'une étoile de l'autre côté de la galaxie? Que dire d'une étoile dans une autre galaxie? Andromède, notre galaxie voisine la plus proche, est à 2,5 millions d'années-lumière. 2,5 millions d'années-lumière. Un photon de lumière quittant Andromède aujourd'hui et voyageant sans interruption à travers le vide de l'espace mettrait 2,5 millions d'années pour atteindre vos yeux. Quand vous regardez Andromède dans le ciel nocturne, vous ne voyez pas Andromède telle qu'elle est maintenant. Vous voyez Andromède telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années, quand nos ancêtres sur Terre étaient encore des australopithèques, à peine capables de fabriquer des outils de pierre. La lumière que vous voyez a voyagé à travers l'espace pendant toute l'évolution de l'espèce humaine, et Andromède est proche selon les standards cosmiques. Il y a des galaxies si lointaines que leur lumière a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années pour nous atteindre, presque aussi longtemps que l'âge de l'univers lui-même. Voici ce que ces chiffres nous disent vraiment. L'univers n'est pas conçu pour l'exploration. Il n'est pas conçu pour que des créatures comme nous, avec des durées de vie mesurées en décennies, puissent le traverser. Il est conçu, si on peut utiliser ce mot, pour l'isolement, pour la séparation, pour que chaque monde, chaque étoile, chaque galaxie existe dans sa propre bulle d'espace-temps, capable de voir les autres, mais rarement capable de les toucher. C'est peut-être la leçon la plus profonde de la relativité d'Einstein. Nous pensons souvent à la relativité en termes de paradoxes temporels amusants, de jumeaux vieillissant à des rythmes différents, d'horloges ralentissant à grande vitesse. Mais la vraie leçon de la relativité est plus sombre. L'univers a une limite de vitesse, et cette limite de vitesse garantit que la plupart de l'univers restera à jamais hors de notre portée. Même si nous pouvions voyager à 99,9% de la vitesse de la lumière,
ce qui nécessiterait des quantités d'énergie presque infinies selon nos capacités actuelles, nous ne pourrions explorer qu'une minuscule fraction de l'univers au cours d'une vie humaine. Et à mesure que l'univers continue de s'étendre, cette fraction devient encore plus petite. Il y a des galaxies qui s'éloignent de nous plus vite que la vitesse de la lumière en raison de l'expansion de l'espace lui-même. Ces galaxies sont déjà causalement déconnectées de nous. Aucun signal que nous envoyons ne les atteindra jamais. Aucune lumière qu'elles émettent maintenant ne nous atteindra jamais. Elles existent dans un univers séparé du nôtre, même si nous pouvons encore voir leur lumière ancienne. Proxima b existe dans notre univers causal. Nous pouvons, en principe, lui envoyer un signal. Nous pouvons, en principe, y voyager. Mais « en principe » fait tout le travail dans cette phrase. En principe, je peux aussi sauter et atteindre la Lune. Les lois de la physique ne l'interdisent pas strictement. C'est juste que la quantité d'énergie requise est si absurdement grande que cela devient effectivement impossible. Alors parlons d'énergie, parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Chaque problème dans le voyage spatial se résume finalement à l'énergie. Vous voulez aller plus vite ? Vous avez besoin de plus d'énergie. Vous voulez transporter plus de masse ? Plus d'énergie. Vous voulez vous protéger des radiations ? Vous avez besoin de boucliers, qui nécessitent de l'énergie. Vous voulez maintenir les humains en vie pendant le voyage ? Système de support de vie, qui nécessite de l'énergie. Calculons combien d'énergie il faudrait pour envoyer un vaisseau spatial habité à Proxima Centauri à, disons, 10% de la vitesse de la lumière. C'est une vitesse ambitieuse, mais pas complètement absurde. À 10% de la vitesse de la lumière, le voyage prendrait environ 42 ans. Long, mais dans les limites d'une vie humaine. Peut-être qu'un équipage pourrait partir jeune et arriver d'âge moyen. Supposons que notre vaisseau ait une masse de 1000 tonnes. C'est petit pour un vaisseau habité, mais restons optimistes. L'énergie cinétique d'un objet de 1000 tonnes, se déplaçant à 10% de la vitesse de la lumière, est d'environ 4,5 fois 10 puissance 18 joules. C'est 4,5 milliards de joules. Pour mettre cela en perspective, c'est à peu près l'énergie totale que l'humanité entière consomme en 2 mois. Toute l'électricité, tout le pétrole, tout le gaz naturel, tout le charbon, toute l'énergie nucléaire, tout, pendant 2 mois, juste pour accélérer un seul vaisseau de 1000 tonnes à 10% de la vitesse de la lumière. Et ce n'est que l'énergie cinétique. Cela ne compte pas l'inefficacité du système de propulsion. Aucun moteur n'est 100% efficace. Les fusées chimiques sont peut-être 5% efficaces. Les moteurs ioniques peuvent atteindre 70%. Même si nous supposons un système de propulsion miraculeusement efficace à 90%, nous aurions besoin de 5 fois 10 puissance 18 joules d'énergie d'entrée. C'est l'équivalent énergétique d'environ 120 millions de tonnes de pétrole. 120 millions de tonnes. Pour un seul vaisseau. Et rappelez-vous, cela ne fait qu'accélérer le vaisseau. Si vous voulez ralentir à l'arrivée, vous avez besoin de la même quantité d'énergie à nouveau. Donc, doublez tous ces chiffres. 240 millions de tonnes de pétrole équivalent. Ou, si vous préférez penser en termes d'énergie nucléaire, environ 2400 tonnes d'uranium subissant une fission complète. 2400 tonnes d'uranium, c'est plus que la production mondiale annuelle d'uranium. Vous auriez besoin de plusieurs années de production mondiale d'uranium juste pour alimenter un seul voyage vers Proxima Centauri. Et nous n'avons même pas parlé du carburant lui-même. Si vous utilisez des fusées chimiques, vous devez transporter le carburant avec vous. Et le carburant a une masse. Et cette masse doit également être accélérée. Ce qui nécessite plus de carburant. Ce qui ajoute plus de masse. C'est l'équation de la fusée de Tsiolkovsky. Et elle est impitoyable. Pour chaque kilogramme de charge utile que vous voulez livrer à 10% de la vitesse de la lumière en utilisant des fusées chimiques, vous auriez besoin de transporter des millions de kilogrammes de carburant. C'est physiquement impossible. La masse de carburant dépasserait la masse de planètes entières. C'est pourquoi les fusées chimiques ne fonctionnent pas pour le voyage interstellaire. C'est pourquoi nous avons besoin de quelque chose de radicalement différent. La propulsion nucléaire pulsée, la fusion, l'antimatière, les voiles solaires, les voiles laser, toutes ces technologies exotiques
ne sont pas des fantasmes de science-fiction. Ce sont des nécessités physiques. Sans elles, le voyage interstellaire reste dans le domaine de l'impossible. Mais même avec ces technologies, même si nous résolvons le problème de l'énergie, il reste le problème du temps. 42 ans à 10% de la vitesse de la lumière, 85 ans aller-retour, plus de 8 ans pour que les signaux radio reviennent. Une mission vers Proxima b ne serait pas comme les missions Apollo vers la Lune, où les astronautes partaient et revenaient en une semaine. Ce serait un engagement générationnel. Les personnes qui planifient la mission ne verraient jamais les résultats. Les personnes qui construisent le vaisseau ne le verraient jamais partir. Les personnes qui le lancent ne le verraient jamais arriver. Et l'équipage ? Ils passeraient la majeure partie de leur vie adulte dans ce vaisseau. Ils partiraient dans la vingtaine, arriveraient dans la soixantaine. Leurs meilleures années, leurs années les plus productives, passées dans un tube métallique traversant le vide. Pas de ciel, pas de vent, pas de pluie, pas de forêt, pas d'océan, pas de montagne. Juste des murs métalliques et le bourdonnement constant des systèmes de support de vie. Pendant 4 décennies. Pourriez-vous le faire ? Pourriez-vous monter dans un vaisseau spatial en sachant que vous ne reverrez plus jamais la Terre, que vous ne reverrez plus jamais votre famille, vos amis, votre maison, que tout ce que vous connaissez continuera sans vous, vieillira sans vous, changera sans vous, que quand vous arriverez finalement à Proxima b, si vous arrivez, tout le monde que vous avez jamais connu sur Terre sera mort ou mourant. C'est le coût psychologique du voyage interstellaire. C'est pas juste une question de technologie ou d'énergie, c'est une question de sacrifice humain à une échelle que nous n'avons jamais contemplée. Les explorateurs du passé partaient pour des années, certes. Magellan a mis 3 ans pour faire le tour du monde. Les premiers colons en Amérique savaient qu'ils ne reverraient probablement jamais l'Europe. Mais ils pouvaient au moins imaginer rentrer chez eux. Ils pouvaient écrire des lettres, ils pouvaient envoyer des nouvelles. Avec Proxima b, même les lettres mettraient près de 9 ans pour un aller-retour. Vous enverriez un message à la maison, 4,24 ans plus tard, ce message atteindrait la Terre. 4,24 ans après cela, vous pourriez recevoir une réponse. Mais qui répondrait ? Vos enfants, maintenant d'âge moyen ? Vos petits-enfants ? Des étrangers qui ont hérité de la tâche de maintenir le contact avec une mission lancée avant leur naissance ? Et voici quelque chose d'encore plus étrange. À cause de la dilatation du temps relativiste, si vous voyagez à une fraction significative de la vitesse de la lumière, le temps passe plus lentement pour vous que pour les personnes restées sur Terre. À 10% de la vitesse de la lumière, l'effet est minime, seulement environ 0,5%. Mais à des vitesses plus élevées, il devient dramatique. À 90% de la vitesse de la lumière, le temps pour vous passerait environ 2 fois plus lentement que sur Terre. Un voyage qui vous semble durer 20 ans semblerait durer 40 ans pour les observateurs terrestres. Cela signifie que si nous pouvions, d'une manière ou d'une autre, construire un vaisseau capable de voyager à 90% de la vitesse de la lumière, l'équipage pourrait faire l'aller-retour vers Proxima Centauri en environ 10 ans de leur temps subjectif. Mais sur Terre, près de 20 ans se seraient écoulés. Ils reviendraient pour trouver que leurs enfants ont vieilli plus qu'eux, que le monde a changé d'une décennie pendant qu'ils étaient partis. C'est le paradoxe des jumeaux, non plus une expérience de pensée, mais une réalité pratique du voyage interstellaire. Et si vous alliez encore plus vite, disons 99,9% de la vitesse de la lumière, vous pourriez faire le voyage vers Proxima Centauri en quelques mois de votre temps subjectif. Mais sur Terre, près de 9 ans se seraient écoulés. Vous pourriez partir, explorer Proxima b, et revenir pour découvrir qu'une décennie a passé. Vos amis ont vieilli, vos enfants sont devenus adultes. Le monde politique, culturel, technologique a évolué sans vous. Vous seriez un voyageur temporel, projeté dans le futur par la simple action de vous déplacer très rapidement dans l'espace. C'est une des conséquences les plus étranges de la relativité. L'espace et le temps ne sont pas séparés.
Ils sont entrelacés dans ce qu'Einstein appelait l'espace-temps. Quand vous vous déplacez dans l'espace, vous vous déplacez aussi dans le temps. Pas métaphoriquement, littéralement. Le voyage spatial à haute vitesse est une forme de voyage dans le temps, mais seulement vers l'avant, jamais vers l'arrière. Cela crée des paradoxes philosophiques fascinants. Imaginez qu'une mission parte pour Proxima B aujourd'hui, voyageant à 10% de la vitesse de la lumière. 42 ans plus tard, elle arrive. Mais pendant ces 42 ans, la technologie sur Terre continue de progresser. Peut-être que 20 ans après le lancement de la première mission, nous développons une technologie de propulsion qui permet de voyager à 50% de la vitesse de la lumière. Nous lançons une deuxième mission. Cette deuxième mission, bien que lancée 20 ans plus tard, arrive à Proxima B en seulement 8 ans et demi. Elle dépasse la première mission et arrive des décennies plus tôt. Les membres de la première mission, qui ont sacrifié 42 ans de leur vie, arrivent pour découvrir que la deuxième mission est déjà là, a déjà exploré la planète, a déjà établi une base. Leur sacrifice était inutile, ils auraient dû attendre. C'est ce qu'on appelle le problème de l'attente, et c'est un dilemme réel pour la planification des missions interstellaires. Quand lancez-vous une mission si vous savez que la technologie s'améliore constamment? Attendez-vous une meilleure technologie, sachant que pendant que vous attendez, une technologie encore meilleure pourrait être développée? À quel moment décidez-vous que la technologie est assez bonne? Il n'y a pas de réponse facile. Mais le problème illustre quelque chose de profond. Le voyage interstellaire n'est pas juste un défi technique. C'est un défi temporel, psychologique, philosophique. Il nous force à penser en termes d'échelle de temps qui dépassent les vies individuelles, les gouvernements individuels, peut-être même les civilisations individuelles. Et c'est peut-être là que réside la vraie barrière. Pas la physique, pas l'ingénierie, mais notre incapacité en tant qu'espèce à penser et à planifier sur de telles échelles de temps. Nous sommes une espèce qui a du mal à s'inquiéter du changement climatique, parce que ses pires effets sont à des décennies de distance. Comment pourrions-nous planifier et exécuter un projet qui prendrait des siècles? Pourtant, nous l'avons fait. Les cathédrales médiévales prenaient souvent plus d'1 siècle à construire. Les personnes qui posaient les premières pierres savaient qu'elles ne verraient jamais l'édifice terminé. Mais elles construisaient quand même, motivées par la foi, par un sens du but qui transcendait leur propre vie. Peut-être que le voyage interstellaire nécessite quelque chose de similaire. Pas la foi religieuse, mais une foi laïque, dans la valeur de l'exploration, dans l'importance de la connaissance, dans le devoir envers les générations futures. Ou peut-être pas. Peut-être que nous sommes simplement trop pratiques, trop axés sur le présent, trop conscients de nos propres besoins immédiats pour nous engager dans quelque chose d'aussi absurdement ambitieux. Peut-être que le voyage interstellaire restera à jamais dans le domaine de la science-fiction, non pas parce que c'est physiquement impossible, mais parce que c'est socialement, économiquement, politiquement impossible. Mais revenons à Proxima B. Parce que même si nous n'y allons jamais, même si aucun humain ne pose jamais le pied sur sa surface, elle a déjà changé quelque chose. Elle a changé notre compréhension de notre place dans l'univers. Avant 2016, nous savions que les exoplanètes existaient. Nous en avions découvert des milliers. Mais elles étaient toutes lointaines, à des dizaines ou des centaines d'années-lumière. Proxima B est différente. Elle est proche. Ridiculement, taquinement proche. Elle est dans notre voisinage cosmique immédiat. Et cette proximité change le calcul psychologique. Quand les exoplanètes étaient toutes à des centaines d'années-lumière, nous pouvions les ignorer. Elles étaient intéressantes sur le plan académique, mais pas pertinentes sur le plan pratique. Proxima B est différente. Elle est assez proche pour que nous puissions imaginer y aller. Assez proche pour que l'impossibilité semble injuste plutôt qu'inévitable. Assez proche pour nous frustrer. Et cette frustration est précieuse. Elle nous pousse. Elle nous met au défi. Elle nous force à confronter les limites de notre technologie, de notre compréhension, de notre imagination. Elle nous demande: que sommes-nous prêts à sacrifier pour la connaissance? Combien sommes-nous prêts à investir dans l'exploration? Quel genre de civilisation voulons-nous être? Parce que voici la chose, nous avons un choix.
Nous pouvons accepter nos limitations et nous concentrer sur notre propre système solaire. Mars est atteignable. Les lunes de Jupiter et de Saturne sont atteignables. Il y a des décennies, des siècles d'exploration à faire juste dans notre propre arrière-cour cosmique. Nous pourrions construire des colonies sur Mars, des stations spatiales en orbite autour de Jupiter, des bases sous la glace d'Europe. Nous pourrions devenir une espèce multiplanétaire sans jamais quitter le système solaire. Ou nous pouvons regarder vers les étoiles. Nous pouvons investir dans les technologies qui pourraient, peut-être, un jour, rendre le voyage interstellaire possible. Nous pouvons envoyer des sondes, même si elles mettent des décennies à arriver. Nous pouvons construire des télescopes plus puissants pour étudier Proxima b et d'autres exoplanètes en détail. Nous pouvons chercher des biosignatures, des technosignatures, des preuves que nous ne sommes pas seuls. Les deux approches sont valables, les deux sont importantes. Mais elles nécessitent des ressources, de l'attention, de l'engagement. Et nous vivons dans un monde où ces ressources sont limitées, où l'attention est fragmentée, où l'engagement à long terme est rare. Alors que choisissons-nous ? Que devrait choisir l'humanité ? Je ne peux pas répondre à cette question pour vous. Mais je peux vous dire ce que Proxima b représente pour moi. Elle représente la frontière entre le connu et l'inconnu, entre ce que nous pouvons mesurer et ce que nous pouvons expérimenter, entre la science et l'aventure. Elle est un rappel que l'univers est plus grand que nous, plus mystérieux que nous, et fondamentalement indifférent à nos désirs. Mais elle est aussi un rappel que nous sommes la partie de l'univers qui s'est réveillée, qui a pris conscience, qui pose des questions. Nous sommes les atomes qui se demandent d'où ils viennent. Nous sommes la poussière d'étoiles qui contemple les étoiles. Et Proxima b, cette planète lointaine et pourtant si proche, est un miroir dans lequel nous voyons notre propre reflet cosmique. Petit, fragile, limité, mais conscient. Conscient de notre petitesse, conscient de nos limitations. Et pourtant, malgré tout cela, toujours curieux, toujours en train de chercher, toujours en train de rêver. Proxima b est là-bas. Elle tourne autour de son étoile rouge, peut-être avec des océans, peut-être avec de la vie, peut-être stérile et morte. Nous ne le savons pas encore. Mais nous continuons à regarder, nous continuons à mesurer, nous continuons à apprendre. Parce que c'est ce que nous faisons, c'est ce que signifie être humain. Et peut-être, juste peut-être, c'est suffisant. Vous vous souvenez de la première phrase de cette vidéo ? En ce moment précis, pendant que vous regardez cette vidéo, votre corps traverse l'espace à une vitesse de 470 km par seconde. Nous avons commencé par un mouvement que vous ne pouvez pas sentir. Terminons par une immobilité que vous ne pouvez pas échapper. Parce que voici le paradoxe final de Proxima b. Nous bougeons constamment, à des vitesses vertigineuses, emportés par la rotation de la Terre, par son orbite autour du Soleil, par le mouvement du système solaire à travers la galaxie. Et pourtant, malgré toute cette vitesse, malgré tout ce mouvement cosmique, nous restons prisonniers. Prisonniers non pas de l'immobilité, mais de l'échelle. Prisonniers d'un univers si vaste que même nos mouvements les plus rapides nous laissent essentiellement immobiles par rapport aux distances qui nous séparent des autres mondes. Il y a une question que les philosophes se posent depuis des millénaires, bien avant que nous sachions que d'autres planètes existaient, bien avant que nous comprenions la vraie taille de l'univers. Cette question est simple. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi l'univers existe-t-il ? Pourquoi existons-nous ? Proxima b nous force à poser une version différente de cette question. Pourquoi l'univers est-il structuré de manière à ce que nous puissions savoir que d'autres mondes existent, mais ne puissions jamais les atteindre ? Pourquoi la vitesse de la lumière est-elle exactement assez rapide pour que l'information puisse traverser le cosmos, mais exactement assez lente pour que la matière ne le puisse pas ? Pourquoi les distances interstellaires sont-elles exactement assez grandes pour isoler les civilisations, mais exactement assez petites pour que nous puissions les détecter ? Ce n'est pas une question scientifique, c'est une question philosophique, et elle n'a pas de réponse définitive. Mais elle révèle quelque chose de profond sur la nature de la réalité elle-même. L'univers, tel que nous comprenons, est régi par des constantes fondamentales. La vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle,
la constante de Planck, la charge de l'électron. Ces nombres ne sont pas arbitraires. Ils définissent la structure même de la réalité. Et il se trouve que ces constantes créent un univers où la vie peut émerger, où la conscience peut se développer, où des êtres comme nous peuvent poser des questions sur leur propre existence. Mais ces mêmes constantes créent aussi un univers où l'exploration est limitée, où les distances sont vastes, où le temps est long, où l'isolement est la norme. C'est comme si l'univers était conçu pour produire des observateurs, mais pas des voyageurs, pour créer la conscience, mais pas la connexion. Certains physiciens appellent cela le principe anthropique, l'idée que l'univers doit avoir les propriétés qu'il a, sinon nous ne serions pas là pour l'observer. Si la vitesse de la lumière était différente, si la gravité était plus forte ou plus faible, si les forces nucléaires étaient légèrement modifiées, l'univers serait radicalement différent. Peut-être qu'aucune étoile ne se formerait. Peut-être qu'aucune planète n'existerait. Peut-être que la vie ne pourrait jamais émerger. Nous vivons dans un univers finement réglé pour notre existence. Mais ce réglage fin inclut aussi notre isolement. Les mêmes lois qui permettent aux étoiles de brûler pendant des milliards d'années, qui permettent aux planètes de se former dans des zones habitables, qui permettent à la chimie complexe de créer la vie, ces mêmes lois garantissent aussi que les distances entre les étoiles sont immenses, que les vitesses de voyage sont limitées, que les civilisations restent séparées. Est-ce un accident? Ou est-ce quelque chose de plus profond? Nous ne le savons pas. Nous ne pouvons pas le savoir. Mais nous pouvons contempler la question. Et dans cette contemplation, quelque chose d'étrange se produit. Nous commençons à voir notre propre existence différemment. Pensez à ce que signifie être conscient dans un univers comme le nôtre. Vous êtes un arrangement temporaire d'atomes, assemblés par des milliards d'années d'évolution cosmique et biologique. Les atomes de votre corps ont été forgés dans les cœurs d'étoiles mortes depuis longtemps. Le carbone dans vos cellules, l'oxygène que vous respirez, le fer dans votre sang, tout cela a été créé par la fusion nucléaire dans des étoiles qui ont explosé en supernova il y a des milliards d'années. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles. Mais vous n'êtes pas juste de la poussière d'étoiles. Vous êtes de la poussière d'étoiles qui s'est organisée de manière à pouvoir penser, ressentir, se demander. Vous êtes la façon dont l'univers se connaît lui-même. Vous êtes un point de conscience dans un cosmos vaste et principalement inconscient. Et cette conscience vous permet de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez regarder vers le ciel nocturne et comprendre ce que vous voyez. Quand vous regardez Proxima Centauri, cette petite étoile rouge à peine visible à l'œil nu depuis l'hémisphère sud, vous ne voyez pas juste un point de lumière. Vous voyez une étoile. Vous comprenez que c'est une boule de plasma maintenue ensemble par sa propre gravité, fusionnant l'hydrogène en hélium, libérant de l'énergie qui a voyagé pendant 4,24 ans pour atteindre vos yeux. Vous savez qu'elle a des planètes. Vous savez que l'une de ces planètes pourrait être habitable. Vous savez tout cela non pas par instinct, mais par raisonnement, par observation, par science. Cette capacité à comprendre l'univers est peut-être la chose la plus remarquable qui soit jamais arrivée dans le cosmos. Pendant 13,8 milliards d'années, l'univers a existé sans se connaître. Les étoiles naissaient et mouraient. Les galaxies se formaient et fusionnaient. Les planètes tournaient autour de leur soleil. Tout cela se produisait dans une obscurité métaphorique, sans témoin, sans compréhension. Puis, sur au moins une planète, peut-être sur beaucoup d'autres, quelque chose de nouveau est apparu. La vie. Et avec le temps, la vie a évolué vers la complexité. Des systèmes nerveux se sont développés, des cerveaux sont apparus. Et finalement, la conscience a émergé. L'univers a ouvert les yeux. Il a commencé à se voir lui-même. Vous êtes une partie de ce processus. Vous êtes l'un des yeux de l'univers. Et quand vous regardez Proxima b, quand vous contemplez cette planète lointaine que vous ne verrez jamais, vous participez à quelque chose de cosmiquement significatif. Vous êtes l'univers, se demandant s'il y a d'autres parties de lui-même qui se demandent aussi. Mais voici ce que nous ne savons pas. Et c'est peut-être la question la plus importante de toutes. Sommes-nous seuls dans cette contemplation? Y a-t-il d'autres yeux, sur d'autres mondes, regardant vers notre soleil et se posant les mêmes questions? Y a-t-il une civilisation sur Proxima b,
ou sur une planète autour d'une autre étoile qui a détecté la Terre et se demande si nous existons? Nous ne le savons pas. Nous avons cherché. Nous avons écouté les signaux radio depuis des décennies. Nous avons analysé des milliers d'étoiles à la recherche de signes de technologie extraterrestre. Nous n'avons rien trouvé. Le silence est assourdissant. Ce silence a un nom, le paradoxe de Fermi. Si l'univers est si vaste, si les planètes habitables sont si nombreuses, si la vie émerge facilement, alors où sont tous les extraterrestres? Pourquoi n'avons-nous détecté aucune preuve de civilisation avancée? Pourquoi le cosmos semble-t-il si vide? Il y a beaucoup de réponses proposées. Peut-être que la vie est rare. Peut-être que la vie intelligente est encore plus rare. Peut-être que les civilisations technologiques s'autodétruisent avant de pouvoir coloniser les étoiles. Peut-être qu'elles existent, mais ne communiquent pas de manière que nous pouvons détecter. Peut-être qu'elles sont là, mais nous ignorent. Peut-être que nous sommes effectivement seuls. Chacune de ces possibilités est vertigineuse à sa manière. Si nous sommes seuls, alors nous sommes la seule conscience dans un univers de 100 milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Nous sommes l'unique témoin d'un cosmos qui existerait autrement dans une obscurité totale. C'est une responsabilité écrasante. Cela signifie que si nous disparaissons, si nous nous autodétruisons ou si nous échouons à survivre, alors l'univers redevient inconscient. Les étoiles continueront à brûler, mais personne ne les verra. Les planètes continueront à tourner, mais personne ne s'en souciera. Mais si nous ne sommes pas seuls, si d'autres civilisations existent, alors pourquoi ne les avons-nous pas trouvées? Peut-être parce que les distances sont trop grandes. Peut-être parce que les civilisations sont séparées non seulement par l'espace, mais aussi par le temps. Peut-être qu'une civilisation a prospéré sur une planète à 1000 années-lumière d'ici, mais elle a disparu il y a 1 million d'années. Peut-être qu'une autre civilisation émergera sur une planète à 1000 années-lumière dans l'autre direction, mais pas avant 1 million d'années dans le futur. Nous existons tous, mais nous ne nous chevauchons jamais. Nous sommes des navires passant dans la nuit cosmique, chacun seul dans son propre moment de l'histoire universelle. Ou peut-être que les civilisations existent simultanément, mais elles sont toutes confrontées au même problème que nous, l'impossibilité du voyage interstellaire. Peut-être que l'univers est rempli de civilisations, chacune piégée dans son propre système stellaire, chacune regardant vers les étoiles et se demandant si quelqu'un d'autre est là, chacune frustrée par les mêmes limites physiques qui nous frustrent. Si c'est vrai, alors Proxima b pourrait avoir sa propre civilisation. Pas maintenant peut-être, pas encore, mais dans 1 million d'années, dans 10 millions d'années, dans 1 milliard d'années. Proxima Centauri vivra pendant des milliers de milliards d'années. C'est un temps presque inconcevable. Si la vie peut émerger sur Proxima b, si elle peut évoluer vers l'intelligence, elle a tout le temps du monde, littéralement. Et si cela se produit, si une civilisation émerge un jour sur Proxima b, elle nous découvrira. Elle pointera ses télescopes vers notre Soleil. Elle détectera la Terre. Elle analysera notre atmosphère et verra les signatures de la vie. Peut-être même verra-t-elle les signatures de notre civilisation industrielle, les gaz à effet de serre, les signaux radio, les lumières de nos villes visibles depuis l'espace. Mais voici la chose étrange. À cause de la vitesse finie de la lumière, ce qu'ils verront ne sera pas notre présent. Ce sera notre passé. La lumière quittant la Terre aujourd'hui n'atteindra Proxima Centauri que dans 4,24 ans. Si une civilisation sur Proxima b nous observe maintenant, elle voit la Terre telle qu'elle était il y a 4,24 ans. Elle voit notre passé. Et si nous les observons, nous voyons leur passé. Nous sommes séparés non seulement par l'espace, mais aussi par le temps. Nous existons dans des bulles causales décalées. Nous ne pouvons jamais voir l'autre tel qu'il est maintenant, seulement tel qu'il était. C'est une des conséquences les plus étranges de la relativité. Le code 10 n'est pas universel. Il n'y a pas de moment présent unique qui s'étend à travers tout l'univers. Le présent est local. Votre quote 11 et le quote 12 de quelqu'un sur Proxima b sont des choses différentes, séparées par plus de 4 ans. Cela signifie que si nous envoyons un message à Proxima b aujourd'hui,
et qu'il répondait immédiatement, nous ne recevrions la réponse que dans 8,48 ans. Mais du point de vue de quelqu'un voyageant entre les deux étoiles à une vitesse proche de celle de la lumière, à cause de la dilatation du temps, le voyage pourrait sembler beaucoup plus court. Le temps lui-même est flexible, dépendant de votre mouvement à travers l'espace. Einstein nous a montré que l'espace et le temps ne sont pas des entités séparées. Ils sont entrelacés dans un tissu unique appelé espace-temps. Et ce tissu peut être courbé, étiré, déformé par la masse et l'énergie. Les trous noirs courbent l'espace-temps si intensément que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Les étoiles et les planètes créent des puits gravitationnels, des dépressions dans le tissu de l'espace-temps. Nous vivons au fond d'un de ces puits, le puits gravitationnel créé par la Terre et le Soleil. Proxima b vit au fond d'un autre puits, créé par Proxima Centauri. Entre nous, il y a un vaste espace presque plat, le vide interstellaire. Pour voyager de notre puits au leur, nous devons grimper hors du nôtre, traverser le vide, puis descendre dans le leur. Et chaque étape nécessite de l'énergie, des quantités énormes d'énergie. C'est une autre façon de penser à pourquoi le voyage interstellaire est si difficile. Ce n'est pas juste une question de distance, c'est une question de géométrie de l'espace-temps lui-même. Nous sommes piégés au fond d'un puits gravitationnel, et grimper hors de ce puits nécessite de surmonter la gravité de la Terre et du Soleil. C'est pourquoi les fusées sont si massives, pourquoi elles brûlent tant de carburant. Elles luttent contre la courbure de l'espace-temps. Mais voici quelque chose que nous ne savons pas. L'espace-temps peut-il être manipulé d'autres manières ? Pouvons-nous créer des raccourcis, des tunnels à travers le tissu de la réalité ? Les trous de verre, ces passages hypothétiques à travers l'espace-temps, sont mathématiquement possibles dans les équations d'Einstein. Mais nous ne savons pas s'ils peuvent exister dans la réalité. Et même s'ils le peuvent, nous ne savons pas comment les créer ou les stabiliser. Certains physiciens spéculent sur l'existence de matière exotique, une forme hypothétique de matière avec une densité d'énergie négative, qui pourrait être utilisée pour maintenir un trou de verre ouvert. Mais nous n'avons jamais observé de matière exotique. Nous ne savons pas si elle existe. Nous ne savons pas comment la créer. C'est une possibilité mathématique, pas une technologie d'ingénierie. De même, les moteurs à distorsion, popularisés par la science-fiction, sont basés sur une solution réelle aux équations d'Einstein, découverte par le physicien Miguel Alcubierre. En théorie, vous pourriez créer une bulle d'espace-temps qui se contracte devant un vaisseau et se dilate derrière lui, permettant au vaisseau de se déplacer plus vite que la lumière sans violer la relativité. Mais encore une fois, cela nécessite de la matière exotique. Et les calculs montrent que vous auriez besoin d'une quantité d'énergie négative équivalente à la masse de planètes entières. C'est théoriquement possible, mais pratiquement impossible avec notre compréhension actuelle de la physique. Alors nous sommes coincés. Coincés avec les lois de la physique telles que nous les comprenons. Coincés avec les technologies que nous pouvons réellement construire. Coincés dans notre système solaire, regardant vers Proxima b et sachant que nous ne pouvons pas l'atteindre. Mais peut-être que Quad 13 n'est pas le bon mot. Peut-être que nous ne sommes pas coincés. Peut-être que nous sommes exactement où nous devons être. Peut-être que l'univers n'est pas conçu pour l'exploration physique, mais pour l'exploration intellectuelle. Peut-être que notre rôle n'est pas de voyager vers d'autres mondes, mais de les comprendre depuis le nôtre. Pensez à ce que nous avons accompli sans jamais quitter notre système solaire. Nous avons cartographié la structure de l'univers. Nous avons découvert que l'univers s'étend, qu'il a commencé dans un Big Bang il y a 13,8 milliards d'années. Nous avons détecté des milliers d'exoplanètes. Nous avons mesuré la composition chimique d'étoiles à des milliers d'années-lumière. Nous avons observé des galaxies si lointaines que leur lumière a voyagé pendant la majeure partie de l'âge de l'univers pour nous atteindre. Nous avons fait tout cela avec des télescopes, avec des instruments qui collectent la lumière. Nous n'avons pas besoin de voyager vers ces endroits pour les étudier. La lumière voyage pour nous. Elle transporte des informations à travers le cosmos, et nous avons appris à lire ces informations. Nous avons appris à déchiffrer les messages codés dans les longueurs d'onde de la lumière, dans les spectres d'absorption, dans les décalages Doppler. C'est une forme d'exploration. Pas physique, mais intellectuelle.
Et elle est puissante. Elle nous a permis de comprendre l'univers d'une manière que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. Il y a seulement 400 ans, nous pensions que la Terre était le centre de l'univers. Maintenant, nous savons que nous sommes sur une planète ordinaire, en orbite autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie ordinaire, parmi des milliards de galaxies. Cette révolution copernicienne, cette réalisation que nous ne sommes pas spéciaux, pas centraux, pas privilégiés, a été humiliante. Mais elle a aussi été libératrice. Elle nous a montré que l'univers est plus grand, plus ancien, plus complexe que nous ne l'avions jamais imaginé. Elle a élargi notre perspective. Elle nous a donné un contexte cosmique. Et Proxima b fait partie de ce contexte. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, dans le sens où il n'y a qu'une seule planète. Il y a des milliards de planètes. Peut-être des milliards de planètes habitables. Peut-être des milliards de planètes avec de la vie. Nous ne sommes pas uniques. Nous sommes un exemple d'un phénomène qui pourrait être répandu dans tout l'univers. Mais nous sommes aussi seuls, dans le sens où nous sommes isolés, séparés des autres mondes par des distances qui défient la compréhension. Capables de les voir mais pas de les toucher. Capables de les étudier mais pas de les visiter. C'est une solitude étrange. Pas la solitude de l'unicité, mais la solitude de l'isolement. Et peut-être que c'est la condition de toute vie intelligente dans l'univers. Peut-être que chaque civilisation, sur chaque monde, fait face à la même réalisation. Ils regardent vers les étoiles. Ils découvrent d'autres planètes. Ils se demandent s'ils sont seuls. Et ils découvrent qu'ils sont à la fois entourés de mondes potentiels et incapables d'en atteindre aucun. Si c'est vrai, alors l'univers est rempli de civilisations solitaires, chacune piégée dans son propre système stellaire, chacune regardant vers l'extérieur et se demandant. C'est une image mélancolique. Mais elle est aussi étrangement belle. Parce que cela signifie que nous ne sommes pas seuls dans notre solitude. Nous partageons cette condition avec d'innombrables autres êtres, dispersés à travers le cosmos, chacun contemplant les mêmes questions, chacun confronté aux mêmes limites. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que nous n'avons pas besoin de voyager vers Proxima b pour nous connecter avec elle. Peut-être que le simple fait de savoir qu'elle existe, de l'étudier, de nous demander ce qu'elle pourrait être, c'est une forme de connexion. Pas physique, mais intellectuelle. Pas matérielle, mais spirituelle. Vous vous souvenez de la question avec laquelle nous avons commencé ? Pourquoi l'univers est-il structuré de manière à ce que nous puissions savoir que d'autres mondes existent, mais ne puissions jamais les atteindre ? Peut-être que la réponse est que l'univers n'est pas conçu pour la conquête. Il est conçu pour la contemplation. Il est conçu pour créer des êtres qui peuvent regarder, se demander, comprendre. Pas des êtres qui peuvent tout posséder, mais des êtres qui peuvent tout apprécier. Proxima b est là-bas. Elle tourne autour de son étoile rouge. Peut-être avec des océans sous un ciel cramoisi. Peut-être avec de la vie s'accrochant à la zone crépusculaire entre le jour et la nuit éternelle. Peut-être stérile, balayée par les éruptions stellaires, un monde mort qui ne connaîtra jamais la vie. Nous ne le savons pas. Pas encore. Peut-être ne le saurons-nous jamais avec certitude. Mais nous continuerons à regarder. Nous continuerons à mesurer. Nous continuerons à nous demander. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes les yeux de l'univers. Nous sommes la partie du cosmos qui s'est réveillée et a commencé à poser des questions. Et même si nous ne pouvons jamais atteindre Proxima b, même si elle reste à jamais au-delà de notre portée physique, elle est déjà à notre portée intellectuelle. Elle est déjà dans nos pensées, dans nos calculs, dans nos rêves. Et peut-être que dans 1 million d'années, quand l'humanité aura disparu depuis longtemps, quand la Terre elle-même aura changé au-delà de toute reconnaissance, quand notre Soleil aura évolué et transformé notre monde natal en quelque chose d'inhabitable, peut-être qu'une nouvelle forme de vie émergera sur Proxima b. Peut-être qu'elle évoluera vers l'intelligence. Peut-être qu'elle construira des télescopes et regardera vers notre Soleil. Peut-être qu'elle détectera les signatures chimiques de ce qui était autrefois notre civilisation, les traces de notre existence gravées dans l'atmosphère terrestre. Et peut-être qu'elle se demandera qui nous étions. Peut-être qu'elle essaiera de nous comprendre,
de reconstituer notre histoire à partir des indices que nous avons laissés derrière nous. Peut-être qu'elle se sentira seule aussi, regardant vers une étoile lointaine et se demandant si quelqu'un regarde en arrière. Et dans ce moment, à travers le gouffre du temps et de l'espace, nous serons connectés. Pas physiquement, pas directement, mais à travers l'acte partagé de regarder, de se demander, de chercher à comprendre. À travers la solitude partagée d'être conscient dans un univers vaste et principalement inconscient. Proxima b n'est pas juste une planète, c'est un miroir. Elle nous montre qui nous sommes, des êtres capables de rêver au-delà de notre portée, capables de comprendre au-delà de notre expérience, capables d'aimer ce que nous ne pouvons jamais toucher. Elle nous montre que la connaissance elle-même est une forme de connexion, que comprendre quelque chose, même de loin, même sans jamais l'expérimenter directement, c'est une façon de le rendre réel, de le rendre important, de le rendre partie de nous. Alors oui, vous n'irez jamais à Proxima b, ni moi, ni personne vivant aujourd'hui, ni probablement personne vivant dans les prochains siècles. Peut-être jamais personne. Mais cela ne rend pas Proxima b moins importante. Cela ne rend pas notre fascination pour elle moins valable. Cela ne rend pas nos rêves d'exploration moins nobles. Parce que les rêves ne sont pas mesurés par leur réalisation. Ils sont mesurés par ce qu'ils révèlent sur nous. Et notre rêve de Proxima b révèle que nous sommes une espèce qui refuse d'accepter les limites comme finales, qui regarde l'impossible et dit quote 14, qui trouve de la beauté dans la distance, du sens dans la séparation, de l'espoir dans l'horizon. Proxima b est là-bas. 4,24 années-lumière. 40 000 milliards de kilomètres. Une distance qui transforme le proche en lointain, le voisin en étranger, le possible en impossible. Mais elle est là, elle existe, et nous le savons. Et cette connaissance change tout. Parce que maintenant, quand vous regardez le ciel nocturne, vous ne voyez plus juste des points de lumière. Vous voyez des mondes réels, avec des surfaces réelles, peut-être des océans réels, peut-être de la vie réelle. Vous voyez un univers non pas vide, mais plein, non pas mort, mais vivant, non pas indifférent, mais rempli de possibilités. Et vous vous tenez là, sur cette planète bleue tournant autour d'une étoile jaune, vous-même fait de poussière d'étoiles, vous-même une partie de l'univers qui s'est réveillé. Et vous vous demandez ce qui est là-bas. Vous vous demandez si quelqu'un d'autre se demande aussi. Vous vous demandez ce que tout cela signifie. Et dans ce questionnement, dans cette contemplation, dans ce moment de connexion cosmique, vous êtes exactement ce que l'univers a passé 13,8 milliards d'années à créer. Vous êtes la conscience. Vous êtes la compréhension. Vous êtes l'émerveillement. Proxima b attend. Pas pour vous, pas pour nous, mais elle attend. Elle tourne. Elle existe. Et quelque part, dans l'immensité du temps cosmique, peut-être que quelqu'un se tiendra sur sa surface et regardera vers notre soleil et se posera les mêmes questions que nous nous posons maintenant. Et à travers le vide, à travers les années-lumière, à travers l'impossibilité même de la connexion, nous serons liés. Par la curiosité, par l'émerveillement, par le simple fait d'être conscient dans un univers qui ne devrait pas, par tous les droits, produire la conscience du tout. C'est le vrai miracle. Pas que Proxima b existe, mais que nous existons pour savoir qu'elle existe. Que l'univers a créé des yeux pour se voir lui-même. Que la matière s'est organisée en esprit. Que le cosmos, contre toute attente, s'est réveillé. Et maintenant, il se demande. Il rêve. Il atteint au-delà de sa portée, à travers vous, à travers moi, à travers chaque être conscient qui a jamais regardé les étoiles et demandé « Qu'est-ce qui est là-bas » Proxima b est là-bas, et nous sommes ici. Et entre nous, il y a une distance qui ne sera peut-être jamais franchie. Mais il y a aussi une connexion qui ne peut jamais être brisée. La connexion de savoir, la connexion de se demander, la connexion d'être, tous les deux,
des parties du même univers incroyable, impossible, magnifique. Et peut-être, juste peut-être, c'est tout ce dont nous avons vraiment besoin.